on a une culture politique de l'annonce et pas de l'exécution. Je dis souvent, l'industrie, c'est un art d'exécution. Tu es efficace, tu as ta productivité quand tu as réglé tous tes petits détails, que tu sais que telle matière, il faut que tu la mélanges comme ça, que c'est la bonne température, qu'il faut que tu augmentes de 0,5 degrés, que là, il faut que tu mettes un peu plus d'humidité. C'est un art d'exécution, c'est comme la guerre. Et on a une culture aujourd'hui en France, beaucoup d'annonces, donc on annonce des lois, et nos femmes et nos hommes politiques ne se préoccupent pas assez de la manière dont elles sont appliquées. Olivier Louandy, bonjour, ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode des podcasts des Forces françaises de l'industrie. Est-ce que tu peux nous expliquer d'une part qui tu es, d'où tu viens et quels sont tes sujets chauds, notamment autour de l'industrie? Volontiers. Je vais essayer de faire court parce que j'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel divers et riche. Donc, né en Savoie, Albertville, pur produit de la méritocratie de notre éducation nationale. Donc, école prépa à Lyon, école polytechnique, rentrée au corps des mines. Après ma carrière professionnelle, 10 ans dans la fonction publique, Commission européenne, un conseil régional, pas celui de mon territoire, mais Nord-Pas-de-Calais. Et puis État central, avec la particularité d'avoir à chaque fois eu des postes qu'on appelle en cabinet. Donc j'ai travaillé pour des femmes et des hommes politiques à peu près la moitié de cette période-là. Et à la fin de cette période, j'ai mis en place Territoire d'industrie, on y reviendra sans doute dans l'échange. 10 ans chez Saint-Gobain. À la fin, j'ai dirigé les activités de Saint-Gobain en Europe centrale et orientale. J'étais basé à Varsovie. Bel industriel. Superbe industriel, positionné sur les enjeux de la transition écologique, énergétique, et puis une superbe histoire, 350 ans d'histoire, même un peu plus maintenant, assez caractéristique d'ailleurs de l'histoire de notre industrie française et de la fierté qu'on peut en retirer à travers tous ces épisodes. Et puis à peu près 10 ans de conseil, la moitié sur la digitalisation de l'industrie et l'autre moitié avec un angle plus sur la question de la sécurisation des approvisionnements. C'était après le Covid notamment, et où on s'est posé la question comment on s'assure qu'on a suffisamment de lithium pour nos batteries et ce genre de choses. Voilà. Et cette période-là est en train de s'achever. Dans quelques jours, je rejoins le Conservatoire national des arts et métiers, où je vais prendre un poste de prof, justement sur les questions de transition énergétique dans l'industrie. C'est aussi pour me donner pas mal de liberté afin de continuer à faire ce que j'adore faire depuis quelques années, et qui est le deuxième point un peu de ta question, qui est de parler d'industrie, de réfléchir sur l'industrie et de militer, de m'engager pour notre renaissance industrielle, qui est un terme que j'aime bien, pour notre réindustrialisation, mais ça va au-delà, parce que pour moi l'industrie est au service d'un projet de société qui est en train d'être chamboulé par les contraintes environnementales, géopolitiques, économiques, et qu'il nous faut redéfinir. Et en plus, tu es auteur. Alors effectivement, j'écris régulièrement sur l'industrie. D'abord, j'écris régulièrement, quasiment à chaque expérience professionnelle, à la fin, j'ai fait un bouquin. L'idée était de formaliser une expérience au départ. C'était un peu personnel avant d'être un outil de communication, mais écrire permet de formaliser une pensée. C'est un exercice d'ailleurs assez exigeant pour l'ingénieur que je suis. Je ne suis pas un littéraire. Et puis depuis quelques années, donc 2020 on va dire, on peut même faire remonter ça à 2018, 3-4 bouquins. Le premier, c'était un livre blanc sur l'industrie du futur ou le futur de l'industrie. Puis après, il y a eu un bouquin qui a assez bien marché, qui est Vers la renaissance industrielle. Le mot commence d'ailleurs l'expression commence à percer. Ensuite, il y a eu une tentative de regarder quels seraient nos héros. Moi, je pense que l'industrie se fera que si on raconte quelque chose, une belle histoire qui embarque tout le monde. Et en général, quand il y a des belles histoires, il y a des héros. Et donc la question, c'est de savoir qui seraient les héros de cette réindustrialisation. Donc après une réflexion et puis pas mal d'interviews, j'ai publié Les néo-industriels, l'avènement de notre renaissance industrielle, donc ceux qui allaient la porter, des figures entrepreneuriales. Je me suis détaché des grands groupes où j'ai travaillé, de l'administration où j'ai travaillé, pour me rapprocher beaucoup plus de l'univers entrepreneurial. Et puis là, je viens de sortir un bouquin qui fait suite à une mission que j'ai faite pour Bercy, mission de réflexion sur nos politiques industrielles à l'horizon 2035. Et si je continue un peu la métaphore, on a ouvert le chemin en disant vers la renaissance industrielle. On a mis en place, moi j'ai essayé de mettre en place nos héros et nos héroïnes de cette histoire, de ce récit. Et ce dernier bouquin est plutôt quel est l'environnement de politique publique il nous faudrait
pour les accompagner sur ce chemin qu'ils sont en train d'ouvrir devant nous, celui de la renaissance industrielle. Bon, très bien, là tu viens de lister un peu toutes les raisons pour lesquelles on voulait absolument t'avoir sur ce podcast. Autre raison, et tu as eu la modestie de ne pas le dire, mais tu fais partie des rares personnes, en tout cas des rares experts de l'industrie, qui s'expriment distinctement, hein, c'est-à-dire à l'oral comme à l'écrit. Et ça d'ailleurs c'est un sujet assez important, parce que beaucoup de personnes extrêmement légitimes pour parler de la réindustrialisation et de l'industrie ne sont pas rompus à l'exercice de communication, donc finalement ils ne donnent pas tellement envie. Bon, bah, toi c'est le cas, donc merci pour ça. Dernier élément pour lequel on tenait à t'avoir sur notre antenne, c'est que tu as occupé différents postes dans ta vie professionnelle, que ça soit à la Commission européenne, que ça soit au sein de l'État français, en tout cas partie politique, on va dire, même si tu as été fonctionnaire, mais également tu as été industriel, tu as travaillé dans une très grande entreprise industrielle, donc finalement tu as une vision qui nous intéresse puisque tu as été d'un côté de la table et de l'autre à certains moments de ton expérience professionnelle. Je suis heureux que tu me complimentes ainsi. Enfin, la diversité de ma carrière, ça a été aussi des choix qui ont pu des fois étonner les gens autour de moi. J'ai fait plusieurs virages à 90 degrés, mais je l'assume pleinement, ça a été très riche. Et puis mon engagement aussi est effectivement celui de parler de l'industrie. Comme je le dis souvent, l'industrie est au service d'un projet de société. Moi, je ne suis pas un politique, dans le sens où je ne propose pas un projet de société. En revanche, si on me dit il faut de l'environnement, il faut de la souveraineté, il faut de la cohésion des territoires, là, nous savons proposer, pas seuls, mais nous savons proposer des recettes de politique publique, des façons de voir les choses qui permettraient de réussir ce que nous n'avons pas encore réussi. Et ça m'attriste un petit peu, même si on parle beaucoup de réindustrialisation. Alors justement, toi qui as été dans ces alcôves, dans ces endroits où la décision politique fleurit, où elle mûrit, où elle se prend, comment tu expliques cette incapacité à sortir un projet de société dans lequel l'industrie trouve sa place? Ça vient d'où ça? Il y a une partie que je ne sais pas expliquer, mais que je vais exposer le contexte, c'est dans les années 90. Si on remonte un peu la désindustrialisation avant, dans les milieu des années 70, choc pétrolier, l'industrie, très obèse en pétrole, se restructure. C'est vrai de partout. Et dans les années 90, là, il y a eu une bifurcation. Je vais prendre l'exemple de l'Allemagne parce que c'est notre voisin. On a l'habitude de se comparer à l'Allemagne, même si je préférais aujourd'hui qu'on se compare peut-être à l'Italie du Nord ou à d'autres pays, mais partons de l'Allemagne. Dans les années 90, l'Allemagne a confirmé que l'industrie serait son moteur économique. C'était dans le cadre aussi de la réunification avec l'Allemagne de l'Est. Et l'industrie est restée à peu près 1/5 de son économie, 1/5, 20% du PIB, de manière stable depuis cette période-là. Alors justement, on entend 20, on entend 25, c'est quoi la différence entre ces deux chiffres? Qu'est-ce qu'on met dans l'un et dans l'autre et pourquoi il y a autant d'écart? Souvent, il y a plein de périmètres pour mesurer l'industrie. Les spécialistes y retrouvent leurs petits et comme je viens de le faire peut-être, on est de temps en temps pas tout à fait clair sur le message qu'on délivre. Si je veux le dire simplement, l'industrie a une place exceptionnelle en Allemagne par rapport aux autres pays européens. C'est l'un des poids lourds du moteur économique allemand et surtout, c'est resté stable. Ça n'a pas baissé depuis les années 90. Alors qu'en France, on a une industrie qui, dans le poids de notre économie, est à peu près 2 fois plus faible, 10%. On pourra revenir, est-ce que c'est 12 ou 13? Mais ça, c'est des questions de périmètre de spécialistes. Est-ce que je compte l'énergie dedans, les déchets ou autre chose? Et puis surtout, on est descendu pendant la décennie 2000-2010, la fameuse décennie faiblesse, la parole emblématique de Serge Tchuruk. Ça veut dire quoi, faiblesse? Ça veut dire sans usine. On a voulu faire une industrie sans usine. On s'est dit qu'on était suffisamment intelligent pour concevoir les produits, les faire fabriquer ailleurs, en Chine notamment, dans des pays dits à bas coût, et puis faire le marketing et racheter ces produits faits ailleurs. Voilà. Et on pensait être capable, cette chaîne de production entre la consommation, la fabrication et l'usage d'un produit manufacturé, on pensait qu'on pouvait sectionner un bout et l'envoyer ailleurs. Et on s'est rendu compte à peu près à la fin des années 2000, donc dans 2009-2010, que c'était tout à fait une impasse, qu'on avait en fait par cela transféré beaucoup de savoir-faire, et notamment en Chine, et qui était déjà en train de devenir dominante sur le sujet avec une croissance fantastique.
Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que la partie de production, hein, donc une partie du boulot n'était pas très noble, enfin, c'est en tout cas ce que les gens pensaient à l'époque, et qu'on a décidé de sous-traiter cette partie-là ailleurs, loin, avec une vision quasi aristocratique des choses. Et on s'est dit qu'on allait garder par contre la partie à plus grande valeur ajoutée, c'est-à-dire l'innovation, la conception, sans se rendre compte que séparer la production avec, enfin, de la réflexion, de l'innovation, c'était pas possible puisqu'on ne sait pas innover si on ne fabrique pas. C'est ça que tu nous dis. Ah oui, tout à fait, avec deux conséquences lourdes, hein, mais vraiment très lourdes. Comme on a voulu faire, je dirais, une industrie tertiaire, une industrie, entre guillemets, de cerveau, on a concentré la richesse dans les territoires, dans les métropoles. Et à ce moment-là, on a paupérisé toute une série de territoires. Ça, c'était très important. Et donc, ça a donné, pour moi, hein, c'est une des causes du mouvement, par exemple, des Gilets jaunes, en disant à un certain nombre de territoires qui nous ont dit, écoutez, ça fait 20 ans qu'on ne se sent plus dans le récit économique du pays, parce que vous vous concentrez sur ceux qui ont du pouvoir d'achat, ils sont dans les métropoles, ceux qui font la conception des produits, ils sont dans les métropoles, et nous, qui avons envie de vivre dans nos territoires, où on se sent bien, légitimement, qu'est-ce qu'on apporte comme valeur ajoutée au pays, et vous nous avez, quelque part, enlevé notre sens économique dans l'histoire du pays. Là, tu parles des Gilets jaunes, on n'est pas du tout sur des gens qui prennent des chèques et qui ne veulent pas bosser. On est sur des gens qui veulent travailler, et tous les ans, c'est un peu plus dur, parce qu'une usine a fermé, parce qu'il y a moins de boulot dans le territoire, parce qu'il y a moins d'industrie, et donc, faut prendre sa voiture, il faut faire des kilomètres, chaque fois un peu plus. Et quand en plus on prend une décision dans certains palais de la République de faire exploser le prix du diesel, c'est des gens qui disent « moi je m'en sors plus ». C'est de ça dont on parle. Alors, ce que tu décris est le phénomène, je dirais, un petit peu individuel. Plus globalement, quand en 2019 on met en place territoire d'industrie, un territoire autour d'une ville, une sous-préfecture, une petite préfecture, ça a besoin d'avoir un projet. Ça a besoin d'avoir du sens. On vit ensemble pour du sens aussi. Et donc, ça veut dire, qu'est-ce que je fais sur mes services publics? Qu'est-ce que je fais sur mon éducation, la formation? Mais aussi, qu'est-ce que je fais dans mon territoire sur le sujet économique? Et quand on t'enlève le pilier économique d'un projet de territoire parce que tu dis, vous n'êtes pas une métropole, on ne peut pas y mettre un plateau de trader ou un bureau d'avocat d'affaires parce que c'est ça qu'on veut devenir, la finance, les services à très haute valeur ajoutée, c'est ça le projet national. Tu dis, oui, mais quel est mon projet de territoire? Comment je l'insère dans l'histoire de la nation? Et alors, ce que tu décris était individuel, mais moi, je l'ai ressenti au niveau de territoire. Quel est le rôle d'un territoire, de la sous-préfecture, je dirais, dans l'histoire économique de demain de la France, puisqu'on avait tout concentré, toute la richesse, beaucoup, pas tout, mais beaucoup, concentration de la richesse sur les métropoles. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est qu'on a été, et c'est pas la première fois en Europe, mais là, c'était plutôt la France, hein, qui a un parcours singulier en Europe sur sa désindustrialisation. On a été très naïf. Quand vous transférez la production dans un pays, vous donnez, certes, un élément de la chaîne de valeur qui n'a peut-être pas beaucoup de valeur ajoutée, c'était le calcul économique, financier qui était fait, mais vous lui donnez accès à beaucoup d'informations. D'abord, vous lui donnez quasiment les plans du produit, parce que pour l'assembler, vous donnez beaucoup d'informations et de savoir-faire. Vous lui donnez l'accès à vos fournisseurs. Il peut après, ce producteur peut se rapprocher du client final en vous chantant par les chaînes commerciales directes, etc. Et c'est l'histoire de la Chine. C'est-à-dire à partir du moment où vous transférez l'assemblage, ce qu'on a appelé un peu dédaigneusement les usines tournevis où on fait que de l'assemblage, en fait, c'est pas qu'une tâche à moindre valeur ajoutée, vous transférez beaucoup de savoir, et la Chine ainsi que la Corée du Sud ont utilisé ce qu'on leur avait transféré pour recréer une chaîne industrielle qui va de la recherche jusqu'au produit fini. On le voit aujourd'hui par exemple sur les véhicules électriques, la Chine est en avance de 5 ans, 3 ans, 10 ans, ça dépend des témoins, mais en tous les cas a une avance technologique et aujourd'hui fait débarquer non pas des composants qu'on avait sous-traités là-bas, mais des voitures complètes qui débarquent pour être vendues aux consommateurs européens. Donc là, c'est le transfert de technologie qui, pour des raisons qu'on n'a pas forcément bien comprises, tu pourras peut-être nous expliquer, ont lieu à ce moment-là. Tout à fait. Donc là, on a pris une décision dans les années 90. Difficile à comprendre pourquoi. Est-ce que c'était idéologique par rapport à la valeur ajoutée? Il y avait par exemple quelque chose qui s'appelle le modernisme ou le post-industrialisme. On disait les pays sont d'abord agraires, puis deviennent industriels, puis deviennent tertiaires.
comme si c'était un sens du progrès qu'il fallait absolument suivre. Est-ce que c'est ça qui nous a fait embarquer ? Est-ce que c'est, je dirais, des rapports sociaux difficiles avec les syndicats ? Est-ce que c'est une certaine forme de conservatisme du pays ? On a étudié plusieurs hypothèses pour essayer de comprendre pourquoi dans les années 90, on a remis un coup d'accélérateur sur la désindustrialisation de la France, alors que l'Allemagne ne l'a pas fait après, pendant cette période-là. Et honnêtement, il y a plusieurs explications, mais il n'y en a pas une qui émerge comme étant l'explication qui permettrait de tout comprendre. Et puis la phase suivante, on arrive à la fin des années 2000, donc 2009, États généraux de l'industrie, sous Sarkozy. Je pense que c'est important de rappeler cette date-là. On en a fait des états généraux, des rapports, des Grenelles aussi. Des Grenelles et tout ça. Donc on peut le citer, hein. On a fait les états généraux de l'industrie 2009. Après il y a le rapport Gallois qui est emblématique sur notre perte de compétitivité. Les plans de Arnaud Montebourg, France Relance, France 2030, la loi Industrie verte. Donc tous les présidents à partir de la fin du mandat de Nicolas Sarkozy ont eu une volonté de réindustrialiser. Et nous ont donné des moyens par la loi ou par les dépenses publiques. Le constat qu'on peut faire quand même 15 ans après, si on prend le chiffre macroéconomique classique, qui est le pourcentage de l'industrie dans notre création de richesse, dans le PIB, on reste scotché à 10%. Ça veut dire que nous n'avons pas globalement, significativement réindustrialisé le pays. Et là se pose une fois de plus la question que tu évoquais, mais pourquoi ? Est-ce que ces gens étaient sincères ou pas ? Comment se fait-il qu'avec autant de moyens, autant de discours, de Grenelles, de plans, de rapports, on n'est pas réindustrialisé ? L'une des raisons, en fait, tu l'as évoqué un tout petit peu tout à l'heure, et je vais revenir dessus. Notre classe politique et notre classe dirigeante connaît peu et mal l'industrie. C'est pas leur parcours. C'est des parcours, alors on a la figure emblématique de l'énarque, mais globalement, on n'a plus d'ingénieurs dans les instances de décision politiques et administratives, ou trop peu. Donc ils ne connaissent que mal l'industrie. Les industriels eux-mêmes ont longtemps vécu sous le sentiment « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et c'est ce que tu disais dans ces héros de l'industrie, ces chefs d'entreprise, hein, parce que pour moi, ce héros, c'est pas l'expert que je suis, c'est la figure entrepreneuriale qui développe une industrie, ont pas assez pris la parole pour expliquer, pour dire ce qu'ils vivaient, ce dont ils avaient besoin. Je pense que là-dessus, on a une mobilisation collective à faire beaucoup plus forte. Parce que le pouvoir politique, ne connaissant pas, par exemple, ce que c'est qu'une chaîne de valeur, et partant de bonne intention, finit par faire des choses qui partent, encore une fois, d'une bonne intention et arrivent sur des catastrophes. Le véhicule électrique en 2035, par exemple, cette imposition. Décision politique, a priori, qui part d'une très bonne intention, on veut décarboner la mobilité en Europe. Pas d'études significatives sur les impacts sociaux. Tu as des centaines de milliers de personnes en France qui travaillaient sur la motorisation thermique, qui vont perdre leur job parce que le marché disparaît et dont on n'a absolument pas organisé la reconversion, l'évolution. Technologiquement, on prend cette décision, on n'a même pas calculé que la Chine avait, on va dire, 5 ans d'avance sur nous. Et à partir du moment où on fait une telle décision politique, on ouvre les bras aux produits chinois. Je prends cet exemple, je pourrais aussi prendre l'exemple de la taxe carbone aux frontières. À la base, une très bonne intention, dans la réalisation, beaucoup de contraintes qui font qu'aujourd'hui, la fabrique de l'industrie nous dit un tiers des emplois industriels sont menacés par la taxe carbone aux frontières qui était censée les protéger. Donc, une des raisons, à mon avis... Tu peux détailler ça ? C'est assez simple. La taxe carbone aux frontières, elle protège des produits de base. Donc, si vous importez de l'acier, si vous produisez de l'acier en Europe, vous payez des quotas carbone. Si vous l'importez, vous payez une taxe. C'est égal. On a fait ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire une compétition loyale sur l'acier. Mais si vous êtes sur un produit mécanique transformé en Europe, vous êtes un mécanicien français, vous achetez de l'acier en France ou en Europe, dedans, dans le prix, il y a les quotas carbone. Vous l'importez pour faire votre pièce mécanique, vous payez la taxe. En face, vous êtes un mécanicien turc. Vous prenez de l'acier turc, vous l'achetez sans quota carbone, et quand vous exportez votre pièce en Europe, comme elle est considérée comme trop compliquée, elle n'est pas couverte par la taxe carbone, et elle rentre donc sans taxe. Un mécanicien français intègre le prix du carbone par le quota ou par la taxe. Un mécanicien turc ne le fait pas, ils sont en concurrence frontale
Et là, la taxe carbone ne remonte pas jusqu'à eux. En plus, en imaginant que ce qu'on produit en Europe, on veut l'exporter, ça veut dire qu'on intègre une taxe carbone que le mécanicien turc ne va pas intégrer dans son prix, le prix de son produit. Donc on sort un produit européen beaucoup plus cher qu'un produit turc. Et donc évidemment, quand on va essayer de le vendre à l'étranger, ça ne va pas passer. Tout à fait. C'est le deuxième effet qui se coule, si tu me permets l'expression, de cette taxe. Et encore une fois, je pense que nos politiques, en la mettant en place, étaient pleines de bonnes intentions. Mais la connaissance des chaînes de valeur, même aussi élémentaires que ça, n'a pas été assez loin pour tenir le stylo et faire une taxe carbone qui protège effectivement et l'environnement, et ça c'est génial, mais aussi nos emplois. Et là, on est bien dans la logique du développement durable. Il faut arriver à faire environnement, emploi, économie sociale en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de nombrilisme dans ces décisions, là, quand tu parles de valeurs avec des projets de société où on va souhaiter, en tout cas en Occident, bon, j'ose plus dire l'Occident, mais on va dire en Europe, on va chercher à décarboner, c'est-à-dire à prendre soin de notre planète. Ça, finalement, c'est la grande valeur morale de notre temps. Avant, c'était plus une valeur sociale, c'est-à-dire le progrès social. Et bien, toutes ces valeurs-là, elles vont avoir des conséquences sur le processus de production, sur la façon dont on paye les gens, dont on prend soin des ressources, etc. Ce soin particulier, en Europe, on le prend, mais on se retrouve avec une concurrence mondiale qui ne va pas poursuivre ces valeurs. Donc il y a une distorsion de concurrence, là on parle parfois de dumping environnemental, qui va faire que, du coup, il y a des marchés entiers qui se ferment, et pourtant, on ne prend pas de décision. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de ménager les deux, c'est-à-dire d'être efficace, tout en prenant soin, en tout cas en poursuivant nos valeurs qui font de nous ce qu'on est en Europe? Alors, je vais illustrer ce que tu dis par un exemple qui nous touche directement. Et pourquoi est-ce que depuis 15 ans, on n'a pas réussi à réindustrialiser malgré, encore une fois, toutes les intentions, les discours. Et le discours politique est important. Il faut raconter un récit, que les gens travaillent dans la même direction, et puis même les moyens. On a beaucoup focalisé notre discours politique et les ressources pour aider notre réindustrialisation sur l'innovation de rupture. Les gigafactories avec les nouvelles filières, l'hydrogène, les batteries, ou bien les start-up. Ça, c'est plutôt récent. C'est récent. Je te parle sur la dernière, mais pour illustrer ton propos. Et en fait, ça parce qu'on pensait qu'on avait à réinventer un monde, que l'innovation de rupture allait nous aider à reconstruire, etc. En fait, quand on descend un peu sur le terrain, qu'on va dans le tissu industriel, on se rend compte que le gros du potentiel de notre réindustrialisation, les 2/3, c'est dans la modernisation et le développement de l'outil industriel existant. Il innove tous les jours, il se modernise, il fait des nouveaux produits, mais ce n'est pas cette innovation de rupture qu'on a rêvé et à qui on a donné des vertus, et notamment un poids économique qu'elle n'avait pas. Ça, c'est la Startup Nation appliquée à l'industrie. Voilà, c'est la Startup Nation appliquée à l'industrie qui est un petit peu ce que tu illustrais. C'est-à-dire, on part d'une idée qui, encore une fois, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons besoin de rupture technologique. Mais ces nouvelles filières, ça représente à peu près 1/3 de notre potentiel de réindustrialisation. On y met 80 ou 90% de nos moyens publics, on y met 100% du discours. Il y a un rééquilibrage à faire avec la réalité du terrain. Un autre exemple de cet éloignement de la réalité, on ne pourra pas faire une réindustrialisation qui ne soit pas verte. Il faudra qu'elle soit décarbonée et il faudra qu'elle soit respectueuse de la biodiversité. C'est ma conviction profonde parce qu'on en a pour 15 ans, en tous les cas plus de 10 ans, ça c'est sûr, et il faut qu'on ait le soutien d'une large majorité des Français. Si vous dites je vais faire une réindustrialisation carbonée, parce que ce qui compte c'est les emplois, c'est la production, c'est mes exports, dans ces cas, on va se couper, on va dire, du gros tiers de la population pour lesquels les enjeux environnementaux sont, dans leur conviction de citoyens, plus importants que les enjeux de production. Or, il faut qu'on ait tout le monde à bord. Ça, j'en suis convaincu. Il ne faut pas qu'on réouvre ce conflit entre industrie et environnement. Conflit qui s'est rallumé aux États-Unis, par exemple. Alors, oui, même si aujourd'hui, l'IRA essaye de faire une industrie verte, mais qui, en tous les cas, aujourd'hui, il n'y a pas. Je formulerais ça un peu différemment. Aujourd'hui, les Américains veulent faire une réindustrialisation, mais sans changer leur mode de consommation,
qui est un pilier du modèle américain. En Europe, on est prêt aussi à changer notre mode de consommation, notamment à cause des contraintes environnementales. Bon. Et sur cette idée-là, on s'est dit, biodiversité, on va faire un principe qui s'appelle le zéro artificialisation nette. On va arrêter d'utiliser de l'espace naturel. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'où sort cette loi zéro artificialisation nette des sols? Parce que c'est quand même une merveille. Alors, il faut différencier deux choses. Le premier, c'est le principe qui est de dire nous utilisons beaucoup d'espaces naturels, nous artificialisons. Tu vois très bien les zones qui sont bituminées, qui récupèrent de l'eau, qui drainent de l'eau, qui te font des inondations. Il y a un sujet sur l'utilisation de l'espace. Celui-là, il est indéniable. Après, une fois que tu as fait ce constat-là, il y a qu'est-ce que tu en fais de ce constat? Comment tu le transformes dans des règles? Et autant sur l'idée de dire attention à la biodiversité, n'utilisons pas trop notre foncier, même si la France est le pays le moins dense d'Europe. Donc là, il y a moins de problèmes qu'en Belgique, qu'aux Pays-Bas, qu'en Allemagne. Et pourtant, on a pris le règlement le plus exigeant de tous ces pays. Et c'est là où tu te dis, mais redescendons un petit peu sur Terre. On a fait deux choses. On a pris les règles les plus exigeantes. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Sénat. Et deux, on a pris des règles qui étaient aveugles à la diversité des territoires. En fait, tu as des territoires où les enjeux sont très différents. Il y en a qui ont plein de surfaces disponibles et qui sont prêts à les mobiliser, d'autres qui en ont pas beaucoup, d'autres qui ont des problèmes d'eau, des troisièmes qui ont des problèmes, d'autres qui ont des problèmes d'inondation. Tu ne peux pas régler la diversité des territoires par une règle unique qui vient d'en haut. Voilà. Et ça, c'est un véritable sujet qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas, il y a 200 ans, quand on a créé l'État français, l'administration française, mais aujourd'hui, avoir un système qui est centralisé à ce point-là est quelque chose qui donne une efficacité absolument dingue, visible tous les jours, et qui vraiment doit nous interroger profondément sur notre mode d'organisation. Oui, d'autant que cette tradition de centralisation, elle est vieille, pas comme la France, mais disons peut-être comme la fin de la monarchie. Enfin, en tout cas sur la monarchie absolue, un Louis XIII, un Louis XIV. Hein. Notamment, tu le connais bien, mais Saint-Gobain. Et au moins à cette époque, même si c'était centralisé, il y avait quand même une pertinence des lois parce qu'on allait chercher des gens qui savaient. Des gens compétents. Et pourquoi je te taquine avec cette loi, avec la loi ZAN et son origine, c'est que le processus de création de cette loi, il est quand même assez surprenant. Hein, pour éviter que ça soit tes propos, je vais assumer les miens et je vais expliquer d'où elle sort. C'est que ça sort de la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, c'est quoi? C'est finalement, à la fin des Gilets jaunes, un président qui, ayant vécu on va dire une révolte populaire assez inédite, dit « j'ai compris, vous en avez marre qu'on impose des choses, donc moi je ne prends plus des grandes décisions, je vais laisser la parole au peuple ». Et donc il fait une grande tournée, il réunit des gens tirés au sort, hein, je crois qu'il y en a 100 ou 150, je ne sais plus, je crois que c'est 150, à qui on va confier la responsabilité de dire quel type de loi il faudrait qu'on prenne. Donc c'est des gens qui n'ont aucune compétence particulière et qui n'ont pas non plus été élus. À la limite, on peut se dire ils sont incompétents, mais au moins on les a choisis. Non, même pas. Et donc, de tout ça, de ces discussions participatives, un petit peu encadrées si j'ai bien compris, va sortir un certain nombre de lois. Alors il y a celle qui a foutu complètement par terre le marché de la location d'appartements à Paris, par exemple, parce qu'on ne pouvait plus louer les passoires thermiques. Et bien là, c'était la loi zéro artificialisation nette des sols. Et d'ailleurs, dans les deux cas, hein, ça a créé des crises graves. L'une, c'est la crise du logement en centre-ville. On ne peut plus se loger. Et l'autre, c'est qu'on ne peut plus construire une usine. Donc quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'un système où l'État décide de tout, mais on va dire avec des fonctionnaires, avec des experts de très haut niveau, qui vont réfléchir et qui vont avancer sur un processus législatif très encadré, comment on passe de ça à « je refuse d'assumer une décision, donc je vais la faire porter par le peuple, par un certain nombre de personnes, que ce soit une convention citoyenne ou que ce soit des ONG ou je ne sais qui, comme ça, je m'en lave les mains ». D'où vient ce détricotage
de l'État centralisé? Alors, c'est une question qui va largement au-delà de l'industrie dans laquelle tu m'emmènes. Je vais essayer de donner quelques éléments. Le premier point, quand je fais mes interviews, quand je regarde sur les sujets industriels, y compris sur le foncier, il y a une demande en France, je dirais, d'autorité de l'État qui décide. Et donc, il y a un des mouvements qu'on a voulu faire. L'origine, c'est parce que l'État serait arbitraire, serait partial. Donc, on va donner ça à un comité Théodule, une agence indépendante, etc. Ça, c'est la genèse. Ce mouvement-là, aujourd'hui, est quand même relativement contesté. On a besoin d'une capacité de décision, fût-elle un peu arbitraire. Des fois, ça permet d'avancer. Donc ça, c'est je dirais le premier point. Cette idée de démembrer la capacité de décision dans des agences indépendantes est quand même arrivée maintenant au bout de sa logique. On voit bien que ça nous empêche souvent d'avancer, ça nous fait des procédures longues. En fait, est-ce que c'est moins arbitraire un comité de 25 scientifiques qu'un élu? Enfin, on peut pondérer ça. Donc toi, tu constates que il y a une prise de conscience comme quoi c'est inefficace, qu'on a voulu flatter le chaland en disant c'est pas de ma faute, et qu'à la fin ça complexifie tout et ça crée des processus. Alors une des raisons, en tous les cas, je ne vais pas dire que c'est la seule, mais une des raisons moi qui me marque, c'est que nous avons un pouvoir politique qui a de moins en moins aimé décider. Il veut le pouvoir, mais pas la lourdeur ou la responsabilité de la décision, bien souvent. Je vais te donner un exemple là-dessus. On a eu une crise de l'énergie et qui touche directement l'industrie. On a eu une crise de l'énergie et on a dit « Ah, mais le prix de l'électricité, finalement, c'est pas au pouvoir politique de le décider, c'est au marché. » D'accord ? Et on sait que pendant cette crise, il y a eu une surprime de risque, c'est-à-dire le marché de l'électricité, en fait, a été spéculatif. Il a donné un prix beaucoup plus élevé que le risque inhérent vraiment d'une rupture d'électricité, etc. Donc on sait que le marché, ça fonctionne bien dans un certain nombre de cas, et je suis en faveur du marché, c'est surtout pas mon discours, mais dans certains autres nombres de cas, peut-être plus limités, pour des produits particuliers rares notamment, comment est-ce qu'on va répartir demain la rareté de l'eau? Est-ce qu'on va le faire simplement par le prix? Je crois que la puissance publique a là à avoir le courage de revenir sur un rôle essentiel, c'est comment je partage la rareté. L'économie de guerre, c'est aussi répartir la nourriture qui est disponible auprès de tous les citoyens, etc. Et cette responsabilité-là, je trouve que l'État s'en est beaucoup défait par des agences, en utilisant le marché comme étant un moyen d'allocation principal, et que dans le monde des raretés dans lequel on arrive aujourd'hui, il va devoir le récupérer. Donc ça, c'est sur le processus de décision. Est-ce qu'on est en train de le faire? Parce que là, on est dans le constat, mais on constate aussi que personne ne fait rien. Il y a un dossier qui sera pour moi emblématique. Il y a quelques dossiers emblématiques dans l'industrie. J'en cite un parce que ça parle à tout le monde, sur l'histoire de l'acceptabilité de l'industrie. Est-ce qu'on sera capable d'ouvrir une mine de lithium dans l'Allier? Okay. Et sur ce dossier-là de la décision d'allocation de ressources importantes, il y a pour moi un chantier qui est devant nous et qui est emblématique, qui est celui de comment est-ce que je distribue la manne de l'électricité nucléaire. On hérite d'un parc électronucléaire fantastique, construit par nos ancêtres, pas très lointains, nos grands-parents, nos parents. Qu'on a failli foutre en l'air pour des raisons idéologiques. On l'a pas foutu en l'air, il est là, ou on a fermé un tout petit bout, mais globalement il est là. Il marche bien. EDF a démontré, après la crise qu'ils ont vécue, la capacité qu'ils avaient à maîtriser leur outil productif. On remonte, et maintenant leurs estimations de production remontent. C'est-à-dire qu'ils contrôlent de mieux en mieux et c'est un superbe succès. Néanmoins, la question, c'est cette électricité nucléaire qui coûte pas cher, les centrales sont amorties, etc. Comment on la vend? Est-ce qu'on le vend au marché, c'est-à-dire le même prix que l'électricité produite avec du charbon? Okay. Ou bien est-ce qu'on dit, ça c'est un actif public et moi j'ai un enjeu, par exemple, ma réindustrialisation, parce que je suis à la rue, parce que je suis au niveau de la Grèce, etc. et que je souhaite rejoindre le peloton européen et donc je vais utiliser mon avantage de l'électricité nucléaire pour faire une industrie décarbonée. Ça demande une décision politique d'allocation d'une partie et de reprendre le pouvoir sur le marché de l'électricité. Ça, c'est pour moi un dossier emblématique. Et si on arrive à faire ça, là, on aura démontré que le pouvoir politique a repris le dessus. Encore une fois, le marché est très utile dans 90% des cas ou 95%, mais il y a des cas où la puissance publique doit intervenir sur la manière d'allouer
la rareté ou un bien essentiel. Alors, petite précision, quand tu parles de la Grèce, tu parles du pourcentage de l'industrie dans le PIB. Donc, c'est le PIB industriel. Et alors, ce que tu constates de façon tendancielle, c'est qu'il y a une baisse de la volonté politique, en tout cas de la capacité à prendre une décision politique. C'est tendanciel, hein, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est il y a 20 ans, c'est le mouvement des agences indépendantes qu'on a créé sur les marchés, sur l'énergie, sur les télécoms, sur les médias. Alors, processus qui se complexifie en matière de prise de décision, mais ça, il n'y a pas que l'État, hein, c'est aussi dans les entreprises. Là, on discutait il n'y a pas très très longtemps avec quelqu'un qui regarde beaucoup ces sujets-là, même au sein des entreprises et dans d'autres pays, hein, puisque c'est un sujet qui est quasiment civilisationnel, c'est-à-dire que on passe de peut-être 5 signatures ou 5 personnes consultées avant de prendre une décision à 7, 8, parfois 9, donc un alourdissement du processus de décision absolument partout. Le seul problème, c'est qu'en France, on a une culture, comme on se le disait tout à l'heure, de la centralisation, c'est-à-dire que l'État décide de beaucoup de choses. Donc, le fait d'avoir l'organe qui prend le plus de décisions au sein de la nation, qui va avoir un processus qui s'allonge et qui est de moins en moins capable de décider, ça pose des problèmes en France qui sont atténués ailleurs parce que l'État étant moins interventionniste, il y a plus de structures, on va dire parapubliques ou même privées, qui vont se substituer à cette incapacité de prise de décision. Donc est-ce que là, on n'est pas sur quelque chose qui va s'ajouter, se multiplier, c'est-à-dire difficulté de prendre des décisions, et deux, appliquer à un organe qui prend quasiment toutes les décisions dans un pays? Alors, j'en suis à peu près convaincu. Je vais revenir sur un point que tu as évoqué avant, puis après on va venir sur cette question de centralisation. Après, quelle est la source d'inspiration de la décision publique? Et là, j'ai une nuance par rapport à toi. Autant, je pense qu'il doit y avoir une décision d'État public assumée avec une responsabilité qui va derrière. Ça fait partie des principes, pour moi, fondateurs de la démocratie, qu'elle fonctionne plus ou moins bien, mais il y a une responsabilité politique à assumer. Après, aujourd'hui, on a beaucoup fonctionné sur une technocratie. Donc, ces comités d'experts qui conseillaient le prince. Voilà. Je pense que, en complément de cette responsabilité politique qui doit rester, qui est fondamentale, utiliser plus la voix du citoyen, quel que soit l'outil, est quelque chose dont on a besoin. On a fait beaucoup une démocratie de représentation, c'est-à-dire on élisait des gens qui eux-mêmes élisaient d'autres personnes qui avaient, ou nommaient des ministres qui avaient voix au chapitre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'écouter plus directement la voix du citoyen. Ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi. C'est là où je dis il y a une décision politique qui est nécessaire, mais il faut qu'on trouve d'autres moyens de dialoguer avec nos concitoyens, de les faire participer à la décision. Les conventions sont un de ces moyens-là. Encore une fois, attention entre la partie d'écoute qui est essentielle et la partie de décision. La partie de décision demande d'assumer une responsabilité qui doit être aussi individuelle sur une femme, un homme qui a décidé de la prendre et à qui on l'a confiée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je suis à peu près convaincu qu'on sera plus efficace en étant décentralisé aujourd'hui. Et c'est pas un jugement théorique. Ce que j'ai constaté dans les grands groupes, j'en discutais encore avec un cadre de Saint-Gobain il n'y a pas très longtemps, dans ces grandes organisations, elles sont privées, certes, mais toute organisation finit un peu par s'encrasser. Elle devient conservatrice. Elle s'immunise doucement contre le changement, la recherche de performance. Elle s'installe comme elle est. Et à un moment donné, il faut considérer qu'une organisation aboutit, je dirais, est au bout de son chemin, est au bout de ce qu'elle peut offrir par rapport à un objectif, faire nation, faire fonctionner l'État. Je crois qu'en termes de centralisation de notre administration, on est arrivé à ce bout de chemin. On le voit très bien, ça fait 20 ans qu'on essaye de simplifier les textes. On n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas parce qu'il y a une question culturelle dans la manière dont on produit le règlement
de manière centralisée. Si on veut retrouver cet espace de respiration, cette volonté d'être efficace, il va falloir, à mon avis, décentraliser. Encore une fois, pas parce que le modèle centralisé serait mieux que le décentralisé ou vice-versa, c'est parce qu'une organisation qu'on a depuis 200 ans, enfin tu vas le dater mieux que moi, a fini par, je dirais, prendre en masse et ne plus se poser, d'être plus capable de se poser des questions suffisamment sur le progrès et l'évolution qu'elle doit faire. Donc il faut, je dirais, casser un peu l'organisation ou la remplacer par autre chose. Les grands groupes, pour citer ceux que je connais le mieux, ils étaient sur une organisation verticale par métiers mondiaux, ils ont basculé à une organisation par pays et par marché. Et tous les 15 ans, on peut considérer qu'il y a une bascule de l'un à l'autre parce que le bénéfice qu'on veut par le marché ou par le métier, au bout d'un moment donné, s'épuise. On est dans le même type de situation sur notre organisation. Est-ce que ça remet en fait le cause d'être un État, d'être une nation? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des nations qui sont décentralisées, qui fonctionnent très bien comme ça. Si tu regardes d'ailleurs l'industrie, les seuls pays d'Europe occidentale qui ont maintenu une industrie à un haut niveau sont des pays très décentralisés. L'Italie, la Suisse qui n'est pas dans l'Union européenne, ou l'Allemagne. Donc si je reprends là la casquette industrie, la décentralisation a été un outil très efficace pour maintenir et pour faire développer une industrie dans des pays qui ne sont pas des pays bas coût. Et qui sont des pays où il y a un partenariat public-privé qui peut être quand même beaucoup plus couramment constaté qu'en France. En France, où on a quand même cette culture un peu monolithique de décision qui se prend à Paris et qui est appliquée un peu partout en région, et qui va finalement couper les régions, en tout cas les territoires, de leur capacité d'initiative. Et ça, c'est un problème parce que on est dans un monde qui a changé, qui continue à changer, qui change même de plus en plus vite, où on a du mal à savoir où on sera dans quelques années, où il y a des ruptures technologiques finalement tous les 2-3 ans, ça va très très vite. Et ben, quand on a ce brouillard devant nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer des traits comme ça en se disant dans 10 ans on sera là, on doit bouger, on doit prendre des initiatives beaucoup plus vite. Bon, bah, quand on prend une initiative à l'échelle très locale, il y a moins de risques que quand on la prend pour tout le monde en centrale. D'abord, elle se prend plus vite, ensuite on est plus près du sol et des réalités, donc on se trompe moins souvent, et en plus quand on se trompe à une échelle bien moindre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là-dessus des progrès à faire en matière de déconcentration de la décision et surtout d'ouverture à nouveau de l'expérimentation? Je parle public-privé, mais ça peut être aussi public-local. Alors je vais te donner 2 exemples qui rejoignent ça et pour lesquels j'ai milité ou je milite encore et je milite aujourd'hui. Sur les questions d'autorisation, d'ouverture et même de fermeture d'usines. Il y avait eu l'idée un temps, et Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, était partant pour qu'on expérimente sur sa région le fait que ces autorisations-là, qui sont de l'application, on est dans du régalien, mais c'est de l'application de règles qui sont votées par le Parlement au niveau de la nation, soient mises en œuvre par le Conseil régional, sous son autorité. Encore une fois, je suis à peu près convaincu que ce sera plus efficace parce qu'on est arrivé au bout d'un système. Mais je comprends bien qu'il peut y avoir la question, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher? Eh bien, on l'expérimente sur une région. On voit ce que ça donne avant d'en faire une règle. Un autre, ça c'était un sujet qu'on avait abordé il y a quelques années, et l'expérimentation n'a jamais eu lieu. Xavier Bertrand, qui le dit lui-même, les régions sont des nains budgétaires, c'est-à-dire qu'ils font un certain nombre d'expérimentations, lui puis d'autres patrons de région qui travaillent bien, mais il pourrait faire beaucoup mieux sans doute s'il avait des moyens qui étaient plus importants. Alors ça, je vais revenir sur l'autre aspect, on n'est pas très loin que je voulais citer, d'expérimentation à faire, mais effectivement, je veux dire, aujourd'hui, si on prend l'argent public dépensé pour l'aide au développement économique, pas simplement l'industrie, tous les secteurs. L'État central a entre 80 ou 90 milliards d'euros par an. Je ne mets pas les niches fiscales ou les aides fiscales dedans. Les régions et les intercommunalités, elles, tout cumulées, doivent arriver à 6 ou 7 milliards d'euros. Donc tu as un rapport de 1 à 10 au moins entre ce que l'État a gardé, alors que la compétence de développement du tissu économique, et notamment du tissu industriel, a été confiée par la loi aux régions. Donc on leur a confié la responsabilité, mais pas les sous.
Je fais juste une petite parenthèse. Quand j'étais à l'Élysée, donc 2012-2014, il y avait Alain Rousset qui avait la même position qu'aujourd'hui Xavier Bertrand, en disant il faut qu'on régionalise beaucoup plus l'aide au développement économique. Et à l'époque, je le dis humblement, je ne partageais pas ça. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis absolument convaincu. Il faut qu'on arrive à rééquilibrer. Encore une fois, c'est pas déposséder l'État, c'est rééquilibrer les moyens qu'on a. Et un autre sujet d'expérimentation, par exemple, à mon avis, qu'il faudrait faire, c'est sur la mobilisation de l'épargne que nous avons français au service de notre réindustrialisation ou le développement de notre tissu économique. Les Français ont beaucoup d'épargne, 6 600 milliards d'euros d'épargne financière. Et je mets pas ce que nous avons investi en immobilier. Appartements, maisons, etc. 6 600 milliards d'euros. On a besoin de 2 à 3% de cette somme pour faire notre réindustrialisation. Ça ne veut pas dire ponctionner par l'impôt, hein, surtout pas. Ça veut dire nous permettre d'investir avec un rendement, allez, on va dire à 5%, pour développer notre tissu économique. Le Premier ministre a proposé de faire un livret industrie pour collecter cette épargne au niveau national. Je prône qu'on continue à expérimenter aussi des choses qui sont faites en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Bretagne, pour reprendre encore 2 autres régions, qui sont des fonds sur initiative du Conseil régional, gérés par du privé, par des pros de la finance, qui collectent de l'argent de chacun des ménages, mais avec le sentiment, je vais prendre l'exemple des Bretons qui va parler à tout le monde, je suis breton, je suis fier de mon territoire, de ma région, de ma culture, et ben je vais mettre un petit bout d'épargne, quelques pourcents, pour le développement du tissu économique de ma région. Ça donne du sens directement à l'épargne. Cette expérimentation-là, typique, il faudrait la continuer et pas ne faire que des outils ou même la développer, aller jusqu'à des fonds. Je rêve de fonds qui soient à la hauteur du 1 milliard d'euros par région. C'est l'ordre de grandeur dont on a besoin réellement. Donc il n'y en a qu'un aujourd'hui en France qui fait plus d'1 milliard, c'est le fonds d'Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs. Alors il y a Auvergne-Rhône-Alpes qui n'est pas encore tout à fait à la hauteur du milliard, mais encore une fois, cet exemple-là, et qu'on ne passe pas systématiquement par un outil centralisé qui est le copier-coller du livret A qui a été inventé il y a très très longtemps, à l'époque justement que tu mentionnais, de naissance de l'État, puisque je pense que le livret A au départ a servi à financer les guerres de l'État français. Et maintenant, l'épargne, en tout cas les produits d'épargne réglementés par l'État, financent le déficit de l'État, quelque part la dette, et le logement social. On pourrait, je pense, rajouter un peu d'industrie. Alors tu parlais d'épargne, mais est-ce qu'on n'a pas une responsabilité, alors d'une part en tant que consommateur, on vote avec notre carte bleue tous les jours, mais également en tant qu'épargnant, est-ce qu'on ne peut pas décider de faire quelque chose d'autre avec notre épargne ? Sur l'épargne, je vais juste donner un clin d'œil. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'investir 200 milliards d'euros sur 10 ans supplémentaires dans notre industrie pour faire notre réindustrialisation. 20 milliards d'euros par an, ça peut paraître énorme, mais comme je disais, c'est quelques pourcents de notre épargne. Et ben, de manière assez étonnante, les Français détiennent à peu près le même montant, de l'ordre de 200 milliards, de bons du Trésor américain qui financent l'Inflation Reduction Act, cette politique américaine d'attraction énorme, terrible, extrêmement puissante de projets, notamment d'industrie verte, en Amérique du Nord. Donc, on a une véritable question à se poser. Je prends ça, c'est un petit bout, encore une fois, de notre épargne, mais on a une véritable question à se poser de qu'est-ce qu'on veut faire de notre épargne. La difficulté aussi, elle n'est pas simplement, certes, on voudrait en faire quelque chose de bien, donner du sens, mais si tu pousses la porte de ta banque, tu vas voir ton conseiller ou ta conseillère financière bancaire habituelle et tu lui dis « Ah, je voudrais mettre 2 000 euros, 5 000 euros sur un produit financier pour développer l'industrie en Auvergne. » Les produits ne sont pas développés. Ils n'existent pas aujourd'hui. En fait, on a de la ressource, on a sans doute de l'envie. Il suffit de regarder les sondages sur les Français qui veulent consommer du Made in France, on en reparlera si tu veux, les Français qui veulent investir leur épargne dans quelque chose qui a du sens. Mais aujourd'hui, notre système financier n'a pas créé les tuyaux entre cette ressource et cette envie. Il y a plein de raisons à ça, elles sont très puissantes, elles sont très fortes, ça fait des décennies qu'on essaye de créer ces tuyaux. Moi-même, j'avais participé à la création d'un carnet innovation, une espèce de livret A innovation. On avait bien négocié, mais qui n'a jamais été distribué.
quand tu pousses la porte de ta banque, on va pas. Et c'est pour ça que moi je recommande dans un premier temps des initiatives régionales, c'est-à-dire avec une impulsion politique sur un territoire, des femmes et des hommes présidents de région qui l'apportent, qui communiquent et qui disent à leurs concitoyens en Bourgogne-Franche-Comté, en Grand Est, en Occitanie, nous avons fait en sorte qu'il y ait une façon de mettre un tout petit bout de votre épargne pour développer notre territoire. Voilà. Et je pense que là, c'est important qu'on crée ces tuyaux. C'est pas un problème de ressources, sans doute pas un problème d'envie, mais une question de tuyaux qu'on n'a pas fait. Et alors justement, on parlait de dépenses publiques. Je t'ai taquiné un petit peu tout à l'heure sur le fait que quand l'État dépense trop, peut-être que ça va gréver une épargne dont on pourrait faire autre chose. Hein. Donc est-ce qu'il n'y a pas là-dessus une concurrence entre le train de vie de l'État et sa volonté de réindustrialiser? Alors il y a eu une loi d'ailleurs qui est sortie pour un petit peu contrecarrer les problèmes que posait la loi ZAN, qui s'appelle la loi Industrie Verte. Et dans cette loi-là, il y a une volonté de flécher une partie de l'épargne des Français vers l'industrie. Ça a été voté, ça a été même applaudi. Mais où en est le décret d'application? Parce que toujours pas sorti à ma connaissance. Alors je vais prendre un exemple simple dont on a parlé. Tous ceux qui ont un peu d'épargne achètent de l'assurance vie. En France, c'est le produit phare, etc. Et puis d'un autre côté, il y a des fonds régionaux qui existent pour développer le tissu économique, l'industrie, en Auvergne-Rhône-Alpes ou ailleurs. Et en fait, cette loi prévoit notamment qu'on puisse prendre un petit peu d'assurance vie pour l'injecter dans ces fonds régionaux. Donc, nous, Français, ayant un peu d'épargne, on va vers le produit phare classique qu'on aime tous, qui est l'assurance vie, mais on peut faire en sorte qu'il y ait un petit tuyau, une petite dérivation qui alimente ça. Le décret, là, quand j'ai fini ma mission, le décret était quasi fini. Il a peut-être été publié. Il y a une semaine, je discutais avec la responsable du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui a justement aidé à mettre en place ces fonds, qui sont un bon exemple pour d'autres régions. Et elle me disait, écoute Olivier, tu m'as passé l'information, elle était dans un article de journal, j'ai questionné les gens autour de moi qui m'ont aidé à monter ces fonds, l'information ne diffuse pas, on ne sait même pas s'il a été publié, etc. C'est-à-dire que même quand on a des bonnes intentions de temps en temps dans la loi, même quand le décret peut exister, des fois il ne se met pas en œuvre, là on a un véritable sujet de démocratie. Et encore une fois, prenons, je dirais, le pouvoir. Montons sur des... pas sur des estafettes, mais sur des tonneaux pour parler, pour dire, voilà, on a voulu, on l'a mis, faisons-le. Là, je pense qu'on a un rôle de citoyen, chef d'entreprise, élus locaux, à rappeler une administration centrale qui a sa culture, qui est risque adverse, qui a ses conservatismes, qui a ses façons de penser, je dirais, à notre intention et à ce qu'on attend d'elle. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'il peut y avoir une décision politique votée par les élus du peuple et qui n'arrive jamais en application parce qu'on n'en sort pas le décret. Soit parce que, alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont béotiens du droit, on va dire, une loi ne s'applique que quand il y a un décret d'application. Donc c'est ça qui permet le détail et l'implémentation de la loi. Sans ça, le juge ne peut pas juger et ceux qui sont chargés d'appliquer la loi ne peuvent pas le faire. Donc il y a toutes ces décisions qui sont débattues, qui sont prises, et qui soit se perdent dans les méandres, peut-être parce qu'il y en a trop, parce que les méandres sont complexes, mais aussi pour une autre raison, si je te comprends bien, c'est qu'il peut y avoir quelqu'un dans le processus complexe, voire plusieurs personnes, qui décident de bloquer, j'allais dire, le chemin normal suivi par la loi, parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur intérêt, parce qu'ils ne le souhaitent pas, ou parce qu'ils estiment qu'on leur a confié d'autres missions qui sont contradictoires et qui préfèrent appliquer plutôt que celle-là. Donc si je reviens sur l'épargne des Français, on dit on va flécher avec la loi Industrie Verte de l'épargne vers l'industrie. S'il y a quelqu'un qui est peut-être au Trésor ou ailleurs et qui dit non, finalement cet argent on a besoin pour financer le logement social et le déficit de l'État, il va un peu bloquer la sortie. C'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est un des exemples. Le fait d'utiliser de l'épargne publique pour investir dans des PMI est quelque chose qu'un certain nombre de personnes
considère avec beaucoup de réserve. Parce qu'on a, moi je trouve, beaucoup infantilisé les Français en leur disant « il faut que tu mettes ton argent là où il y a zéro risque ». Alors avec une espèce de contradiction, parce qu'il y a des plateformes sur lesquelles on peut acheter du Bitcoin et prendre des risques énormes financiers avec notre épargne. Puis de l'autre côté, quand on va à notre banque, on te dit « non, tu n'as pas le droit de prendre le moindre risque ». Bon. Donc on peut revenir sur cette... Mais il y a des gens qui le pensent comme ça. Et donc l'idée de dire « on va mettre un peu d'assurance vie dans des fonds régionaux qui vont investir dans des PMI non cotés » est considérée comme pas dans la doxa, dans le principe. Et oui, il y a des oppositions conceptuelles, idéologiques à la mise en œuvre. Donc quand tu dis dans ton livre, puis quand tu en parles beaucoup, à chaque fois que tu prends la parole, que parfois on a de bonnes idées, on fait des belles lois, mais qu'on a un délai en matière d'application qui est beaucoup trop important, est-ce que là, c'est pas un bel exemple ? Tout à fait, mais ça c'est un tout petit sujet par rapport à une avalanche de dossiers qu'on pourrait citer. Ce qui me marque là-dessus, c'est qu'on a une culture politique de l'annonce et pas de l'exécution. Je dis souvent l'industrie c'est un art d'exécution. Tu es efficace, tu as ta productivité quand tu as réglé tous tes petits détails, que tu sais que telle matière, il faut que tu la mélanges comme ça, que c'est la bonne température, qu'il faut que tu augmentes de 0,5 degrés, que là, il faut que tu mettes un peu plus d'humidité. C'est un art d'exécution, c'est comme la guerre. Et on a une culture aujourd'hui en France, beaucoup d'annonces, donc on annonce des lois, et nos femmes et nos hommes politiques ne se préoccupent pas assez de la manière dont elles sont appliquées, dont elles sont mises en œuvre. Là-dessus, encore une fois, on a les politiques qu'on mérite, donc on a sans doute une responsabilité, nous Français, dans la façon dont on choisit nos femmes et nos hommes politiques, mais il y a un véritable sujet de l'annonce. On annonce des choses qui ne sont pas mises en œuvre. Je vais te reciter quelque chose, une décision sur laquelle j'ai été très impliqué. J'ai créé Territoire d'industrie. Et puis, à un moment donné, s'est posé la question, c'était la vague 2, c'était il y a un an et demi, est-ce qu'on continue ou pas la décision. Il y a des gens qui aiment pas Territoire d'industrie parce que on s'occupe non pas des grandes filières, mais on s'occupe du territoire. C'est la façon qu'on a eu de penser et que je demande de rééquilibrer. Donc, Territoire d'industrie n'a pas que des gens qui le soutiennent. Et la question, c'était, est-ce qu'on met un budget à Territoire d'industrie ? Pour un montant de 100 millions d'euros, ça peut nous paraître énorme, mais à l'échelle du budget français, 100 millions d'euros, c'est pas grand-chose. La décision est remontée à l'Élysée. L'entourage du président de la République a arbitré cette décision d'allouer 100 millions d'euros à Territoire d'industrie. Cette somme n'a jamais été complètement mise en œuvre. Très rapidement parce que dans les rouages, tu as des personnes qui n'étaient pas favorables à ça, etc. Cette somme a été réduite, beaucoup, enfin un petit peu, puis beaucoup, etc. Et le programme aujourd'hui n'a jamais bénéficié de cette décision de l'entourage, je ne dirais pas personnellement du président de la République, mais de l'entourage présidentiel. Et ça, pour moi, c'est symptomatique. Encore une fois, est-ce que c'était une bonne décision ou pas ? Moi, je l'ai défendu, mais je ne suis pas celui qui a décidé. C'est à lui, à qui on a confié la décision publique de le faire. Ça pourrait être un ministre d'État, un président, un premier ministre, peu importe. Il avait cette décision, cette responsabilité. Il faut qu'il s'assure de l'exécution. Et on a plein de décisions comme ça là. Et aujourd'hui, Territoire d'industrie, la dotation a été extrêmement amputée, alors qu'il y avait une décision de la rendre pluriannuelle, enfin récurrente tous les ans, et de la doter de 100 millions d'euros. Voilà encore un autre exemple où, parce qu'une politique n'est pas appréciée dans notre ordre administratif, on va dire, même quand elle est portée au plus haut niveau politique, elle ne se réalise pas. Donc là, on est dans ce vieil adage qu'on avait à une époque où on disait l'intendance suivra. C'est-à-dire que on estimait que ce qu'il y avait de noble, c'était le débat, c'était la prospective, c'était la décision, mais qu'après son application, on le délègue et puis on ne suit pas tellement parce que finalement, il y a moins de noblesse dans le contrôle que dans l'invention. Ce que ne font pas du tout d'ailleurs un certain nombre de pays comme l'Allemagne ou comme les États-Unis, où tout n'est qu'exécution et où d'ailleurs on met beaucoup d'attention à suivre ça. Est-ce que ça, c'est pas en train, est-ce que c'est pas d'ailleurs même l'explication principale du divorce qu'il peut y avoir entre des Français qui ont l'impression qu'on fait les débats, qu'on vous promet des choses, qu'on prend des décisions, mais qui ne sont jamais appliquées et du coup qui perdent confiance dans la démocratie? Sans doute, et je vais encore te prendre un exemple récent qui m'a valu quelques échanges par presse interposés un peu compliqués, celui de l'objectif de notre réindustrialisation. Tout d'un coup, à l'occasion de la loi Industrie verte,
a été énoncé par les ministres de Bercy un objectif de 15% d'industrie dans le PIB. Dans le cadre de la mission, c'est pas individuel, on a travaillé avec France Stratégie et 8 autres administrations, tu vois, l'INSEE, la Direction Générale du Trésor, celle des entreprises, celle de l'énergie-climat, RTE pour l'électricité, enfin, il y avait du beau monde, beaucoup d'intelligence autour de la table, et la conclusion à la fin, moi j'aurais adoré sortir de cette mission en disant, oui, vous avez raison, monsieur le maire, 15% de l'industrie en 2035, c'est notre objectif, allons-y. Autour de la table, ils m'ont dit, non Olivier, on te suivra pas, on dira que c'est pas possible parce que on n'a pas assez de formation, on n'a pas assez de foncier, même si on déverrouille zéro artificialisation nette la loi, et on n'a pas assez d'électricité décarbonée, les centrales nucléaires seront pas encore là. Il faut qu'on ait un objectif ambitieux mais réaliste. Et là-dessus, je crois qu'on a un changement culturel à faire. En tout cas, moi, c'est dans cet état d'esprit que j'ai abordé cette mission. Dire quel est notre objectif de réindustrialisation, avec un niveau d'ambition, évidemment, mais il faut qu'on soit capable, à un moment donné, de retourner en face des Français qui ont mis une partie de leur impôt, qui acceptent un certain nombre de règles et de contraintes, pour dire, ben voilà, on l'a fait. Mais quand on vise quelque chose, comme je dis souvent, c'est un peu comme si on disait, allez, on va atterrir sur Mars alors qu'on n'est même pas capable d'allunir. C'est bien d'avoir des grandes ambitions, mais il faut être quand même en mesure de l'exécuter. Et je te prends cet exemple-là. Et quand on a fait redescendre l'objectif, c'est-à-dire on a dit non, désolé, on aimerait bien dire 15%, mais c'est pas fondé. On saura pas le faire, même avec toute la bonne volonté et tous les moyens. On a des contraintes dures. Les contraintes, ça on connaît dans l'industrie. La matière, elle a ses règles. On change pas la thermodynamique en claquant des doigts, c'est pas possible. Donc on a des règles dures là, et on pourra pas le faire. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Là aussi, culture politique où on a quelque part privilégié l'annonce sur l'exécution et sur lesquelles on doit revenir. Alors après, je suis pas sûr que tout soit idéal aux États-Unis ou en Allemagne comme tu l'as présenté, mais nous, comme je dis souvent, je sais pas où est l'idéal, mais je sais que où nous avons des marges de progrès, et ça, c'en est une, et c'est un des exemples. Quand on a commencé à quantifier pour réindustrialiser, combien on avait besoin d'électricité décarbonée, qu'on avait besoin de milliards d'euros d'investissement, etc. On a découvert qu'on avait des limites, mais ça c'est normal, qu'il faut les accepter. Alors il faut les repousser aussi de temps en temps, mais il faut aussi accepter la réalité. Et puis se mettre en mouvement collectivement autour d'objectifs ambitieux et réalistes. Alors peut-être là-dessus, revenir sur 2 éléments récents qui nous ont rendus extrêmement fiers. Le premier, c'est les Jeux Olympiques, et le second, c'est la rénovation de Notre-Dame. La France s'est réunie autour de ça, on a adoré. Sauf qu'on n'aurait jamais pu le faire si l'État n'avait pas pris des lois d'exception. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais délivré les travaux sur les Jeux Olympiques à l'heure, et on n'aurait jamais mis 5 ans à rénover Notre-Dame si on n'avait pas, par des lois, mise en veilleuse un certain nombre de lois, qui sont des lois qui s'appliquent couramment. Donc quand on en arrive à constater qu'on a un système réglementaire qui prend des mesures qui mettent, j'allais dire, en retard absolument tous les chantiers de France, quand je dis chantier, création d'entreprise, tout ce que vous voulez, moi je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'amende pas ces lois? Pourquoi est-ce que quand on s'en est rendu compte, on ne les modifie pas? On peut très bien se dire on a été un peu trop loin, il ne s'agit pas de les retirer complètement, mais en tout cas d'enlever les plus nocives et les moins utiles. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce travail de réforme? Et en imaginant qu'on se dise non, il ne faut pas faire ce travail de réforme, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas le processus d'exception de ces lois d'exception, justement, à la problématique, au sujet de la réindustrialisation, comme on l'a fait sur les Jeux Olympiques et sur Notre-Dame. Parce que finalement, je fais partie des gens qui pensent que c'est au moins aussi important de réindustrialiser que de se la raconter devant le monde entier en disant « Regardez, j'ai fait une belle cérémonie, et puis j'ai un monument qui a été rénové dans les temps ». C'est très bien, mais donner du boulot à plein de gens qui n'en ont pas et relancer l'ascenseur social, etc., ça mériterait quand même un processus à peu près équivalent, en tout cas en matière de gestion de priorité. On vit dans une société qui va de plus en plus connaître des crises ou des projets, donc quelque part que tu acceptes qu'il y ait 2 niveaux de règles, celle pour l'activité de tous les jours et celle qui déroge pour un projet
d'importance particulière, ça me semble être plutôt dans l'ordre naturel des choses. Donc c'est pas cet aspect-là, moi, qui peut me heurter. Ce qui peut me heurter, c'est effectivement, et je vais reprendre le zéro artificialisation nette, la question du foncier, hein, tous les industriels qui veulent se développer le savent bien. Pendant la campagne de 2022, un certain nombre d'écuries présidentielles avaient imaginé de faire sur le foncier industriel, on savait qu'on avait besoin, alors certains disaient 20 000, moi je dis entre 25 000 et 30 000, mais c'est pas grave, l'important c'est le principe, une loi d'exception. 20 000 hectares. Pardon, excuse-moi, il faut que je donne l'unité. Mais le chiffre entre 20 000 ou 30 000, quelque part, c'est des ajustements d'ambition. Mais ce qui comptait, c'est qu'il y avait eu l'idée de faire une loi d'exception pour identifier 20 000 ou 30 000 hectares de foncier industriel en faisant un espèce d'appel à projet auprès de tous les territoires, de tous les élus locaux, et de dire, voilà, après on le sanctuarise, et on dit, ce foncier-là, on va l'aménager en 1 an quand il est très prêt, en 5 ans quand il n'est pas du tout prêt, mais on va l'aménager, on va le mettre dans le temps, mais on le sanctuarise. Voilà. Donc ce type de loi d'exception, elles existent, elles ont existé pour les Jeux Olympiques, on y a pensé un petit peu pour la réindustrialisation, c'est encore pour moi manifeste du fait qu'on a dit que c'était la mère des batailles à un moment donné, on ne s'est pas donné les moyens d'y arriver. Et je reviens à notre fil initial, si on est resté scotché à ce 10%, c'est pas parce qu'on manque d'atouts, c'est parce qu'on les a pas tous mis en œuvre. On est le pays le moins dense, en Europe, on s'est le plus contraint. On a une épargne financière généreuse, on n'en a pas fléché 2 ou 3% vers l'industrie. Enfin, on peut continuer. On a un parc électronucléaire qui nous délivre une électricité décarbonée et qui coûte pas cher. On n'a pas dérogé et on continue à la commercialiser au prix du marché, même si c'est sur des contrats long terme. Enfin, il suffit de regarder un petit peu l'état des faits. On a plein d'atouts pour le réussir. On ne les a pas tous mobilisés. On n'est pas rentré dans cette réellement. On n'est pas sorti de l'injonction, de l'incantation pour rentrer dans l'exécution. Et demain, si on décide de le faire, c'est exemple Jeux Olympiques, si on décide collectivement de réussir notre réindustrialisation, je n'ai aucun doute, elle va se faire, elle est possible, elle est à notre portée. Il faut avoir une ambition, réaliste certes, mais une ambition et la mettre en œuvre. 2 points, je te pose 2 points qui n'ont rien à voir, mais tu vas pouvoir les enchaîner. Le premier, c'est peut-être passer quelques minutes pour rassurer le tiers de la population, de nos compatriotes dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qui ont une conscience écologique, on va dire, un peu supérieure à la moyenne, et qui estiment que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est la lutte principale, en tout cas c'est la priorité, et que donc si jamais l'industrie se met en travers de cet objectif, eh ben, tant pis pour l'industrie. Donc ça peut-être les rassurer en leur disant qu'il y a une convergence, et que quand on arrive à industrialiser plus en France et à produire plus en France, quelque part, on pollue moins dans le monde, beaucoup moins même, en fait, dans le monde. Donc ça, est-ce que tu peux peut-être les rassurer ? Le deuxième point, une question qui est plus personnelle, tu as été désigné pour produire un rapport sur la trajectoire de réindustrialisation de la France. Ce rapport n'est pas sorti, hein, tu avais fait un certain nombre de recommandations intéressantes, du fait du contexte politique et d'autres choses. Bon, il se trouve qu'après, on en a fait un bouquin, toi et moi, puisque j'ai l'honneur d'être devenu ton éditeur là-dessus. Mais peut-être tu peux nous expliquer comment on passe du statut d'expert sollicité par des politiques sur l'industrie et sur la réindustrialisation à celui de militant qui décide de porter à la connaissance du public des informations qu'il juge importantes pour que, justement, le grand public se saisisse de ces sujets-là, les comprenne et, du coup, en fasse quelque chose d'un point de vue démocratique. Le terme militant, on reviendra peut-être dessus. Alors d'abord sur le premier point. On a longtemps opposé industrie et environnement, et je dirais avec raison. Mais il ne faut pas prendre l'industrie comme une finalité, mais plutôt comme un outil. Et si je reprends un peu le passé, on avait fait un choix pour une société de consommation, on a mis derrière une industrie de masse pour répondre à ça, avec très peu d'égards sur ce qu'on récupérait dans l'environnement et les impacts environnementaux qu'on avait, et à un moment donné, on a fait un lien entre impact sur l'environnement et industrie de production de masse, qui était légitime. Il ne faut pas oublier derrière
qui avait un modèle de société qui était la consommation de masse qui tirait l'ensemble. Et aujourd'hui, on est en train de changer. On a un projet de société qui vise à réduire son empreinte environnementale notamment, enfin en tous les cas de protéger l'environnement, notre cadre de vie, la terre-mer, il n'y a pas de planète B, enfin il y a plein d'éléments de langage qui nous entourent sur le sujet. Et encore une fois, l'industrie, elle va se mettre au service de ce projet-là, comme la dernière fois, elle s'était mise. Alors aujourd'hui, on juge que c'est malencontreux, mais à l'époque, on était très content d'avoir des frigos pas chers et une deuxième télévision à la maison. Hein. Maintenant, la question, c'est l'industrie et le génie industriel va se mettre au service de ce projet de société qui est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Quelques exemples pour ça. Un très actuel. Il y a une étude qui a été faite par la filière pharmacie en France. Si nous produisions en France tous les médicaments que nous consommons, l'impact environnemental serait divisé par 2 en termes de carbone. Alors, il faut dire combien de pourcents des médicaments qu'on consomme en France sont produits en France. Alors, il y a le médicament, ce qui est surtout, là on saute de l'environnement à la souveraineté. Dans le médicament, vous avez le produit autour et puis vous avez la molécule active, celle qui a un effet sur notre corps. 80% des molécules actives que nous consommons en France sont importées d'Inde et de Chine, mais principalement d'Inde. Donc on a un vrai sujet. Donc le jour où on n'est plus d'accord avec ces pays, on ne se soigne plus. En fait, ce qui s'est passé sur le Covid, sur des masques, puis après, comme on n'a pas réussi à faire rapidement les vaccins, qu'il a fallu les importer, se répétera sur beaucoup de choses. Je vais prendre un exemple. Le Covid est une épidémie qui part d'un virus, d'accord ? Okay. Si elle était bactériologique, on peut imaginer des épidémies à base de bactéries. 80% de notre alimentation, enfin de notre approvisionnement en antibiotiques est importé de ces pays-là. Nous sommes totalement dépendants en termes d'antibiotiques, même des antibiotiques de base. Encore toujours dans la même veine, hein, je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai, ils ont la grippe ils ont une petite maladie pendant l'hiver, on va chercher de l'amoxyline dans la pharmacie, je prends cet exemple parce que je pense que ça a été partagé par beaucoup de Français, beaucoup de parents, et il n'y a plus d'amoxyline en dosage pour enfants dans les pharmacies parce qu'elle est importée, parce que le système a décidé d'allouer ces quantités-là à d'autres pays que la France, et parce que c'était plus rentable, parce que ceci, parce que cela, et on est donc dépourvu en état de dépendance d'un produit pharmaceutique de base. Voilà. Ça, c'est plutôt la question non pas de l'environnement, mais de la souveraineté, en l'occurrence de la souveraineté sanitaire. Si je reprends sur l'environnement, je vous ai donné les exemples. Réimporter de la production, c'est refaire en France de la production, diminue l'empreinte carbone de cette production de l'ordre d'à peu près la moitié. Ça dépend des secteurs, ça dépend où c'est fait, mais c'est un vecteur très très important de réduction de notre empreinte carbone, globalement, le carbone que nous émettons par le fait que nous vivons. Si on va un petit peu plus loin, on peut parler d'économie circulaire. Une question là-dessus, d'où ça vient la division par 2 ? Alors, la division par 2, elle vient de plusieurs facteurs, mais le principal, c'est que nous avons une électricité décarbonée et nous sommes très exigeants notamment par le prix, sur l'utilisation de l'énergie carbonée. C'est la première source, je dirais, d'économie. Donc le kilowattheure en France, c'est quoi ? C'est 40-45 grammes de CO2 émis, c'est quasiment x10, enfin c'est 400 on va dire en Allemagne, et ça va jusqu'à 700 en Pologne. C'est des exemples, mais tu pourrais aussi prendre le kilowattheure chinois, le kilowattheure indien. Donc ça, encore une fois, c'est un avantage pour nous par rapport à notre économie, à notre projet de société qui veut diminuer le carbone, qu'on n'a pas transformé en avantage économique, financier, en commercialisant l'électricité nucléaire au même prix que l'électricité charbon, globalement, à cause du marché, du prix marginal. Donc quand l'industrie produit avec de l'électricité, ça produit n'importe où dans le monde plus de CO2 qu'en France. Oui, on a le parc l'un des plus décarbonés. Je crois qu'on est en concurrence avec l'Autriche et la Suède qui doivent faire à peu près les mêmes chiffres. Alors justement, quand on prend des énergies qui ne sont pas de l'électricité, ça peut être le gaz, ça peut être autre chose, est-ce qu'il y a des éléments en France qui font que la production va être moins carbonée qu'ailleurs ? Non, elle peut être plus chère parce qu'on y met des quotas carbone, mais si tu brûles un mégawattheure de l'équivalent, enfin un volume de gaz qui te dégage une énergie d'un mégawattheure, que tu le fasses, alors tu peux avoir des technologies un peu plus d'exigence. Mais à ce niveau-là, la technologie est disponible disponible partout dans le monde.
tu vois, de la cogénération, des choses comme ça, et il n'y a pas réellement de différenciation, sauf peut-être notre capacité à investir dans des installations modernes. Et là, la France est peut-être un peu plus en retard que d'autres pays, avec un outil productif sur lequel qu'on a moins modernisé, y compris sur son utilisation de l'énergie. Non, le véritable différentiel, il vient de l'utilisation de l'électricité, et l'électricité décarbonée, du nucléaire, des renouvelables, de l'hydroélectrique. Et le fait d'avoir plus de circuits courts, d'être obligé de recycler, de faire tout ça, ça n'a pas un impact important, ça ? Alors ça, c'est un autre sujet que je voulais soulever. On est sur un sujet qui est éminemment actuel, hein, le bilan carbone, les émissions carbone, on en parle, je dirais, très régulièrement, si ce n'est pas tous les jours. Il y a un deuxième sujet qu'on a devant nous, qui est quelle quantité de matière on va prélever à la terre-mère et quelle quantité de matière on va recycler ou réutiliser. Et demain, puisqu'on veut diminuer cette empreinte environnementale, donc on veut diminuer le prélèvement qu'on aura dans les sources qu'on dit matières premières vierges, il va falloir réinventer des produits. Les produits qu'on a autour de nous ont été conçus dans une économie linéaire. Demain, si on veut faire une économie circulaire, il va falloir les réinventer dans le choix des matières de fixation pour séparer facilement les matériaux, dans le choix même des matériaux, etc. Et ça, c'est du génie industriel. On ne réduira pas notre empreinte environnementale en termes de prélèvement de matière sur la planète sans réinventer nos produits. Et ça, c'est le génie industriel qui va nous permettre de le faire. Encore une fois, l'industrie, le génie industriel est au service d'un projet de société. Ça a été celui de la consommation de masse, on a fait la production de masse. Demain, c'est un projet de société qui n'est pas encore tout à fait défini. On dit le monde d'après, un peu pour dire aussi qu'on ne sait pas tout à fait où on veut aller, mais clairement, il y a une préoccupation environnementale, décarbonation, réduction des prélèvements sur les matériaux. Et ça, on arrivera à le faire avec le génie industriel. C'est absolument clair, c'est incontournable. Voilà un petit peu pour refaire ce lien entre industrie et environnement. Il y a eu une confrontation très forte pendant des décennies. Et aujourd'hui, je pense que le discours, il n'est pas, ce que j'énonce là est admis, mais il n'est pas encore admis par tout le monde. Il n'y a pas encore un consensus. Il y a encore beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui opposent industrie et environnement. Il y a encore un travail de conviction à faire sur le sujet, mais on est en bon chemin. Celui-là, moi, j'ai plutôt confiance que cette relation qui avait été conflictuelle et même frontale entre industrie et environnement va être une relation maintenant d'alliance. L'industrie est l'allié de la protection de l'environnement. On disait ça il y a 20 ans, on aurait choqué. Aujourd'hui, je pense que ça va rentrer véritablement dans notre consensus collectif, dans la façon dont on fonctionne et on pense les choses. Et alors le fait, en tout cas en France, de constater que on a de très bonnes intentions, on les déclare publiquement, mais quand on a quelqu'un comme toi qui, après avoir étudié le sujet, dit écoutez, je pense qu'on n'arrivera pas à l'objectif, en tout cas pas aussi vite que ce qu'on a promis, mais si on prend un certain nombre de mesures, ça va aller dans le bon sens. Tu as en face de toi des gens qui ne disent pas merci pour ces propositions, mais qui ont plutôt tendance à dire il ne faut pas que l'information soit connue, donc on l'étouffe. Oui, c'est une aventure. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir une carrière très riche et très diverse, et c'est la première fois où j'ai été confronté à un défi que j'avais jamais vu auparavant. C'est comment tu recales, comment tu repositionnes, recalibres un objectif de politique publique. Voilà. Alors, comme je le dis, j'aurais adoré sortir cette mission-là en disant oui, l'objectif, Bercy, monsieur le maire, votre objectif de 15% en 2035, oui, c'est possible et voilà comment. Mais sauf que, et c'est pas Olivier Luancy, encore une fois, on a fait bosser 9 administrations. J'étais entouré par une commission d'une vingtaine de personnalités d'horizons très divers, syndicalistes, industriels, élus locaux, philosophes, sociologues. Hommes de l'image aussi, parce que la question de l'image de l'industrie est importante. Et on a été confrontés à ça. Et ce que nous ont dit les sachants, c'est de dire, si vous dites 15%, nous on fera savoir qu'on ne peut pas vous suivre. Ce n'est pas matériellement possible, même si l'ambition politique peut permettre de dépasser un certain nombre de contraintes. Voilà. Donc on s'est retrouvé face à cette situation. Il m'a semblé important de l'énoncer, et donc je l'ai fait à l'occasion de Global Industrie. Et j'avais prévenu mes mandants. Global Industrie, qui est un salon. Qui est un salon de l'industrie, une fois par an, une fois à Paris, une fois à Lyon.
Donc à cette occasion-là, j'ai dit, j'aimerais bien dire 15%, mais en fait, il faut qu'on soit plus raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'à long terme, rejoindre la moyenne européenne, ça doit rester notre objectif, mais à 10 ans, il faut qu'on soit plus réaliste. Et effectivement, il est arrivé ce qui arrive quand on donne des missions à des personnes indépendantes ou des missions indépendantes à des personnes, je dis bien des personnes, parce qu'on était plusieurs autour de la table, on a débattu de ce sujet. Des fois, on arrive à des résultats qui ne sont pas exactement conformes à ce qu'on espérait ou ce qu'on avait énoncé auparavant. Alors, après, la manière de réagir, moi, visiblement, cet énoncé n'a pas eu l'heure de plaire, n'a pas plu. Il y a eu une forme de réaffirmation que si le 15% était possible et même encore plus vite, une sorte de surenchère dans l'objectif politique peu réaliste. Voilà, dont acte. C'était pas mon rôle d'alimenter cette polémique, donc je n'ai pas répondu à ça, et on a simplement affirmé les uns les autres ce que je dis encore aujourd'hui. Déjà, si on se fixe un objectif d'une balance commerciale équilibrée, c'est-à-dire à peu près 12-13% du PIB en industrie en France à l'horizon 2035, on aura fait un superbe objectif. Donc il ne fallait pas réalimenter la polémique. Après, la question, c'est une fois qu'on rentre là-dessus, dans ce type de relation-là, évidemment, le fait de publier le rapport devient quelque chose d'un peu plus compliqué, parce qu'on est parti sur un résultat qui demandait de faire amende honorable ou de faire évoluer une pensée, et c'est toujours compliqué. Voilà. Donc le rapport a été remis en fin avril. Petit à petit, il y avait plusieurs opportunités pour le publier. À chaque fois, ce n'était pas le moment, etc. Il y a eu un acte qui m'a un peu, je dirais, marqué, qui était cet été, où et le Trésor, la Direction générale du Trésor d'un côté, et France Stratégie de l'autre, ont publié des annexes du rapport. Et donc là, je me suis dit, ça veut dire simplement que, certes, il y a eu une volonté de publier ces études techniques, mais il n'y a pas de volonté très forte de publier les conclusions et le corps du rapport. Est-ce que c'est d'intérêt général ou pas ? J'en ai tiré la conclusion que ça l'était pour alimenter le débat sur notre réindustrialisation, pour que ce qu'on avait mis en lumière, encore une fois, j'ai ma responsabilité dedans, j'ai tenu la plume, mais c'est un travail collectif qui a été fait derrière, que ces éléments-là soient partagés, soient versés au débat, et donc j'ai pris la responsabilité, j'ai fait le choix de sortir l'essentiel de ces conclusions sous forme d'un bouquin que vous, effectivement, tu as bien voulu publier. Encore une fois, c'est pas un acte d'orgueil, ou etc. On a fait un travail qui me semble utile, qui nous semble utile pour le débat public, pour alimenter la réflexion sur notre réindustrialisation. Il faut qu'il soit versé au débat public. Et j'ai informé un certain nombre de personnes de la commission que j'allais le faire. Et en fait, les personnes que j'ai informées m'ont toutes dit « Oui, tu as raison, c'est un chemin de fer par rapport à la qualité du travail que nous avons accompli. » Et donc, j'ai eu des soutiens sur cette façon de procéder qui est un peu bypassée, qui est un peu originale dans notre ordre politique et administratif, mais qui s'est imposée, encore une fois, pour l'intérêt général. Voilà, et donc on l'a publié, l'accueil est plutôt favorable. Naturellement, il y a eu quelques personnes qui ont été un peu froissées par cette prise d'initiative, mais globalement, je pense que ça nous permet tous d'entendre une voix ou des voix indépendantes sur le sujet et de prolonger, encore une fois, comment on fait, vers où nous emmène notre réindustrialisation. Débat essentiel. Oui, en tout cas, nous, on a été ravis aux Forces françaises de l'industrie d'éditer cet ouvrage, alors, via notre maison d'édition qui s'appelle Les Déviations. Mais c'est assez cohérent avec notre mission. Et ce petit clin d'œil à la résistance, s'il y a bien une action de résistance qu'on peut faire, en plus on risque pas notre vie, donc c'est merveilleux, c'est quand même de sortir une information qui a été étouffée, parce qu'on pense qu'on ne peut pas soigner une société si on n'est même pas capable d'émettre librement un diagnostic. Donc il a fallu le faire, tu l'as fait, on l'a fait ensemble. Cet ouvrage, je pense, il mérite de rencontrer un grand écho. Tu peux peut-être en rappeler le titre ? Oui, ça s'appelle « Réindustrialiser le défi d'une génération ». Alors oui, il y a un point qu'on n'a pas évoqué qui me semble important. D'abord, rappeler un petit peu les choses. On ne réindustrialise pas pour réindustrialiser, mais pour être au service d'un projet de société. Ça a été la société de consommation. Demain, c'est une société qui sera beaucoup plus vertueuse en termes d'empreinte environnementale
et l'industrie, le génie industriel, les techniques industrielles sont au service de ce projet de société, de même que la souveraineté dont on a parlé sur les médicaments ou la cohésion territoriale qui me tient à cœur. Il nous faut un objectif commun qui soit à la fois ambitieux et réaliste. On en a longtemps parlé. Il y a plein de leviers qu'on a mais qu'on n'a pas activés. On a parlé longtemps de notre épargne, on a parlé du foncier et de la densité. Donc on a plein d'atouts qui ne méritent que d'être activés pour réaliser cet objectif et c'est faisable, encore une fois, on peut le faire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de frein objectif à réindustrialiser à 10 ans à ce niveau-là, retrouver notre place en Europe, ça veut dire. Et puis le dernier message qu'on n'a pas évoqué, qui a été très bien souligné aussi par le rapport Draghi, c'est la dimension internationale. Globalement, tout ce qu'on a dit là, même si on ne l'a pas explicité, c'est de dire la France peut retrouver une place industrielle en Europe, dont elle est complètement décalée. On est même sorti du peloton là actuellement, avec les chiffres qu'on a. Oui, il y a le peloton de tête et puis il y a le peloton de queue. Donc là, nous, on est plutôt pas mal dans le peloton de queue. Ouais, enfin voilà. Si tu veux, avec des compagnons qui s'appellent Chypre, Malte et Luxembourg, on voit à peu près le niveau d'intensité industrielle qu'on peut avoir dans notre pays. Il y a la Grèce qui est à notre niveau. Ce que j'ai cité, c'est ceux qui étaient encore derrière nous. Bon, donc là-dessus, à mon avis, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on dit dans ce rapport. Fixons-nous un objectif réaliste et on peut reprendre notre place en Europe. Ça prendra peut-être plus de 10 ans, mais on peut vraiment se mettre sur cette course et remonter et repédaler un peu plus vite en mobilisant de la finance, du foncier, etc. Il y a une question quand même qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, c'est est-ce que l'Europe peut rester une puissance industrielle? Des fois, il y a des confusions, on a dit l'Europe s'est désindustrialisée. Est-ce qu'elle peut ou est-ce qu'elle veut? À mon avis, elle n'a pas le choix. Quand tu veux être une puissance dans le monde, tu as besoin d'une industrie pour t'assurer que tu produis tes médicaments, on en a parlé, autant que des armes pour te défendre. Donc tu n'as pas le choix pour être une puissance en Europe. Voir les technologies qui décarbonent, c'est quand même mieux de les maîtriser. Ou voir les technologies de décarbonation, exactement. Enfin, donc tu as besoin d'une industrie pour nourrir un projet de puissance, encore une fois, quel qu'il soit. Et l'Europe a cette caractéristique. Des fois, on a dit qu'elle s'était désindustrialisée, même des hommes politiques de premier rang l'ont dit. En fait, quand tu regardes les chiffres et notamment la balance commerciale, l'Europe, jusqu'à aujourd'hui, est restée une puissance industrielle. La balance commerciale en biens manufacturés de l'Europe est structurellement positive de 0,5 points de son PIB. Et structurellement. Notamment grâce à l'Allemagne. Mais si tu parles de l'Europe, voilà, l'ensemble européen, avec l'Allemagne s'appuyant sur les pays d'Europe de l'Est, notamment en sous-traitance, est resté jusqu'à aujourd'hui une puissance industrielle. Mais tu dis l'Allemagne, l'Italie aussi, une balance du commerce extérieur manufacturier qui est extrêmement positive. Donc il n'y a pas que l'Allemagne. En tous les cas, pas nous. Ça, c'est sûr que dessus, on a une contribution qui est négative. Et donc la question qui se pose à nous, c'est est-ce que l'Europe va rester une puissance industrielle, et sans doute si elle commence à s'effondrer industriellement, imaginez nous notre réindustrialisation, parce que nous sommes des industriels plus, va être assez compliquée si l'ensemble collapse. Et là-dessus, Draghi a commencé à énoncer des choses qui sont très claires, que j'ai essayé de dire en mots peut-être moins polissés, parce que son environnement est l'environnement européen, et qu'on dit les choses avec cette façon. En Europe, on a des valeurs qui nous donnent un modèle social, qui a un coût. On a des ambitions environnementales croissantes qui ont des coûts. On a décidé à l'occasion de l'Ukraine, et encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est un constat, de se donner une valeur éthique à nos échanges et on a refusé d'acheter du gaz russe pas cher. Ça, c'est une décision très importante, structurante pour l'industrie européenne. Quand on empile ces trois choses-là, nous ne sommes pas compétitifs par rapport à la Chine en termes d'aide publique ou de prix de la main-d'œuvre, ou par rapport aux États-Unis en termes de prix de l'énergie ou d'aide publique avec l'Inflation Reduction Act. Nous ne sommes plus compétitifs en termes de coûts. Alors on pourrait toujours dire « Ah mais c'est pas grave, on a un coup d'avance sur les technologies, donc ça nous coûte plus cher, mais on est plus productif parce qu'on maîtrise plus les technologies. » Tous les rapports nous le disent aujourd'hui. Nous ne sommes pas en avance, nous sommes en retard. Et nous sommes même avec un retard qui s'accroît. Conclusion, l'Europe aujourd'hui, en termes industriels, ne peut pas faire une concurrence qui est devenue quelque part déloyale parce que nos concurrents, américains ou chinois, ne respectent pas les mêmes valeurs que nous en termes modèle social, protection de l'environnement. Et à un moment donné ou un autre, ça doit se traduire par une politique commerciale, c'est-à-dire mettre des formes de barrières ou de freins
ou de contraintes aux échanges pour que nos entreprises européennes qui portent ces coûts, qui sont simplement la mise en œuvre de nos valeurs, mais ça a une contrainte, ça a un coût de les mettre en œuvre, puissent être en compétition loyale par rapport à des entreprises américaines ou chinoises. On a là une véritable révolution à faire. On a énormément défendu le libre-échange total, je dirais. Et aujourd'hui, on va devoir revenir en arrière, sans doute de manière un peu parcellaire, catégorie de produits par catégorie de produits, comme on le voit sur les batteries, comme on le voit sur les véhicules électriques. Pas de manière générale, hein, ce n'est pas un discours de protectionnisme, mais on a une politique commerciale à changer. Et là, il faut bien réaliser, nous ne sommes pas compétitifs, mais c'est parce que nous mettons en œuvre nos valeurs par rapport aux États-Unis et à la Chine. Nous ne le redeviendrons pas même parce que nous avons un retard technologique qui s'accroît. On peut essayer de le rattraper, mais ça prendra du temps. Il va donc falloir adapter notre politique commerciale à cette réalité, sauf à renier nos valeurs. Si on arrête de vouloir décarboner, par exemple, ben dans ces cas-là, on va peut-être revenir à une compétition que j'appellerais loyale, mais je ne pense pas que notre projet commun soit de renier nos valeurs. Au contraire, c'est de les faire vivre. Dernier point, je pars sur de la prospective. Aujourd'hui, l'Europe est le plus gros marché du monde, quasiment. Ça veut dire que beaucoup d'autres producteurs qui ne sont pas en Europe souhaitent vendre chez nous et sont, en tout cas on l'espère, capables d'accepter de modifier leurs produits pour qu'ils correspondent à nos valeurs. En fait, on dit, nous en Europe, on demande à nos propres producteurs, pour respecter ces valeurs, d'accepter une dégradation de leur compétitivité. Et on espère que parce qu'on est un gros marché et qu'on va mettre des barrières, on va dire morales à l'entrée, hein, c'est-à-dire il faut que ça respecte l'écologie, il faut que ça respecte les droits humains, etc., eh bien, on va réussir à diffuser par ces contraintes-là nos propres valeurs à l'international. Donc on pense que on va montrer l'exemple, les autres qui veulent vendre chez nous vont devoir finalement accepter les valeurs que nous on a acquis avec notre modernité, en pensant peut-être qu'il y a une corrélation entre le développement économique et le développement de ces valeurs-là. En imaginant que ça ne soit pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas corrélation entre développement économique et valeur. Si on continue à avoir un écart de compétitivité important, comme le dit le rapport Draghi, entre nous et le reste du monde, on l'a vu sur les États-Unis, hein, alors qu'ils sont moins nombreux que nous, en train de nous dépasser en taille de marché, et de façon assez spectaculaire. Alors, quand on parle d'autres pays du monde, ça va encore plus vite, hein, notamment avec l'émergence de l'Afrique, avec l'émergence de l'Inde, etc. Donc là, on est en train d'avoir des producteurs qui vont se dire, finalement, la taille du marché européen se réduit d'un point de vue comparatif avec le reste du monde. Donc, est-ce que je vais accepter de continuer de modifier mes produits pour y rentrer simplement pour respecter les valeurs morales européennes? Ou est-ce que je ne vais pas me dire, bon, ils n'en veulent pas, tant pis, c'est trop compliqué, je vais vendre aux autres gens, aux autres pays du Sud global, ou aux États-Unis, en Russie, en Chine, dans des endroits où on ne va pas me mettre ces contraintes-là, et du coup, on va se retrouver un petit peu tout seul, avec un niveau d'attrition qui va s'accélérer. Moi, je me pose une question par rapport à ça. Alors, je n'ai pas d'exemple dans l'histoire, peut-être que toi tu en as, enfin, je ne pense pas à tout non plus. Est-ce que ça peut être valable sur le long terme d'avoir une décorrélation entre un leadership moral et une sous-performance économique, ou en tout cas en matière de productivité? Est-ce que ça arrive? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, l'indigence économique fait qu'on n'est plus écouté et toutes belles sont nos valeurs, et finalement, elles sont plus attirantes pour les autres? Bon, je t'amène là sur un terrain un peu philosophique, mais ça m'intéresse. Oui, très prospectif en tous les cas. Ce que je dis souvent, c'est dans les gens qui ont monté le libre-échange mondial, je les crois, mais comme je disais sur nos politiques qui ont dit qu'ils voulaient faire la réindustrialisation, parfaitement sincères.
Le modèle qui a connu pratiquement, je dirais, son apogée dans les années 90 avec la création de l'OMC, c'est une réflexion, il faut se souvenir, elle a commencé en 1947 par le Round de Genève. Donc c'est 50 ans de construction, de reconstruction, je dirais, des relations internationales. Et le sous-jacent pour moi, mais c'est peut-être une vue étroite du sujet, c'était de dire libéraliser les échanges, créer de la valeur économique et financière. Ça a été démontré très largement, vraiment. Les taux, enfin, le nombre de personnes qualifiées de pauvres par l'ONU a diminué alors que la population a augmenté très fortement. Donc on a créé de la richesse, indéniablement. 2. Un développement économique, et notamment dans les pays dits en voie de développement à l'époque, expression des années 70, va créer une classe moyenne et va créer une attente sociale et donc un modèle social à l'occidental. Et 3, cet univers-là va générer une élite ou une population de plus en plus sensible sur les sujets environnementaux. Et la réalité, donc, on peut constater, on peut le regretter, mais il faut être factuel, encore une fois, on ne peut pas rêver des choses si on ne regarde pas qu'est-ce qui se passe dans la réalité, c'est que ce chemin-là, aujourd'hui, n'est pas suivi, ne se passe pas de façon linéaire comme on l'espérait. Je vais prendre même un exemple très simple pour deux continents puissances très proches, alliés, avec des mêmes modèles économiques, des mêmes valeurs de démocratie, c'est les États-Unis et l'Europe. Sur le CO2, nous avons décidé d'internaliser le prix du CO2 dans le prix à travers des quotas et des mécanismes. Les États-Unis ont décidé de se décarboner par la subvention. Si tu subventionnes d'un côté, quelque part tu taxes de l'autre, tu crées deux modèles économiques qui sont divergents, alors qu'encore une fois, l'objectif était le même et les valeurs fondamentales de démocratie et d'économie de marché sont partagées. Donc on est dans un monde qui est en train de diverger de ce modèle qu'on avait mis en place intellectuellement dans les années 90. Il y a un certain nombre d'enjeux à long terme qui ne seront résolus que par une gouvernance mondiale. Alors on a eu la SDN, on a l'ONU, je reste convaincu, et c'est pour moi un pari des générations plutôt de mes enfants, qu'il va falloir reconstruire une gouvernance mondiale. Entre-temps, aujourd'hui, il faut accepter réalistement le fait qu'on va vers une période de plusieurs décennies sans doute de tension entre différentes puissances économiques, différents continents. Et qu'on va devoir recommencer à se protéger, à réénoncer des règles de concurrence loyale quand les valeurs sont trop différentes. Donc on s'oriente là-dessus. Est-ce qu'à long terme, il faut croire, encore une fois, le sujet de l'environnement ne sera pas traité, certains sujets de l'environnement et notamment sur la décarbonation, on l'a vu avec l'accord de Paris, demanderont une gouvernance mondiale. Aujourd'hui, on a plutôt un éclatement. J'espère à très long terme qu'on retrouvera cette capacité de gouverner collectivement, mais entre-temps, il faut le faire. Est-ce que quand on fait un choix de s'auto-contraindre au nom de nos valeurs, ça c'est l'Europe par rapport à Chine ou États-Unis, est-ce qu'on se met en position de faiblesse ou pas ? Je ne sais pas répondre à cette question-là. J'ai peut-être pas la profondeur historique ou géographique suffisante. J'aime bien, mais c'est peut-être ma partie de rêve, c'est peut-être ma partie où justement je m'écarte du principe comme quoi il faut toujours être ancré dans la réalité historique et puis territoriale. J'espère qu'on est en train de dépasser une façon de penser qui était exclusivement sur la création de valeurs financières. Certains appellent ça l'âge de la sagesse. Aujourd'hui, on est quand même tous partis comme des fous à une course, je dirais, à l'échalote, à celui qui créerait le plus de valeur financière et de valeur ajoutée. Et on a mis de côté des éléments de valeur sociale, de valeur environnementale. L'Europe essaye de s'imposer sur ce nouveau modèle de l'âge de la sagesse, d'équilibrer la création de richesses financières qui permet d'avoir la domination aujourd'hui, avec des valeurs sociales et des valeurs environnementales. On n'a pas réussi à faire diffuser nos idées comme on l'a rêvé dans les années 70 de manière linéaire. Ça va être plus chaotique que ce qu'on a imaginé. Moi, je ne pense pas qu'il faille y renoncer. Mais c'est vrai que c'est un véritable sujet. Quand tu as une croissance du triple ou du double de l'Europe aux États-Unis, tu crées de la richesse. Et dans un monde financier, avec la richesse créée aux États-Unis, tu rachètes les boîtes européennes et ça te paraît être pas grand-chose parce qu'elles valent pas grand-chose vu la richesse que tu as créée. Donc en fait, tu peux avoir les talents élevés chez nous, qui partagent nos valeurs, et puis à un moment donné qui se disent je vais renoncer à ces valeurs, je vais partir ailleurs parce que je vais gagner 2 fois plus.
Tout à fait. Et d'ailleurs, Jacques Attali avait un terme il y a quelques années très dur qui m'avait marqué. Il avait dit, si on ne solidarise pas en Europe plus, on va être dépecé. Je crois que Draghi utilise le terme de mortifère, enfin parlant de mort de l'Europe. Hein, si on continue, voilà. Donc on a ça devant nous. Tu m'emmènes au-delà de où ma réflexion m'a amené aujourd'hui. Donc je n'ai que des éléments épars, c'est pas une réflexion structurée comme celle que j'essaye d'avoir sur l'industrie et puis partagée. Donc voilà le point de vue. Nous sommes rentrés dans un monde de rapport de force entre des puissances. Nous devons nous en protéger. Nous devons arrêter d'être naïfs. Le modèle de diffusion occidentalo-centré autour du commerce va donner une classe moyenne, un modèle social qui va générer une attention environnementale, fonctionne pas aussi linéairement qu'on l'avait peut-être espéré, enfin, ne fonctionne pas aussi linéairement qu'on l'a espéré, et donc on va passer dans une période de tension auquel il faut se préparer. Ça veut dire des guerres, ça veut dire de la souveraineté alimentaire. Je dis souvent sur les productions essentielles qu'on devrait faire en Europe, il y a des choses qui sont très technologiques, comme sans doute des missiles pour se protéger. Et puis, il y a des choses qui sont de l'industrie de base, comme par exemple, on n'a pas de soja, on a très peu de végétales protéagineuses qui sont essentielles pour des filières d'alimentation. Ça fait partie de la souveraineté alimentaire. C'est pas de la high-tech, mais il faut aussi qu'on le fasse chez nous si on veut conserver la maîtrise de notre destin. Alors, finissons peut-être avec la Chine. Tu as dit à plusieurs reprises qu'elle ne respectait pas les mêmes valeurs environnementales. On a quand même l'impression qu'il y a de plus en plus d'industriels chinois qui sont en pointe sur toute l'économie verte. Est-ce que c'est simplement pour des raisons mercantiles, c'est-à-dire qu'ils disent les Européens sont embourbés dans leurs valeurs environnementales, ils veulent du vert, je vais leur vendre du vert, ou est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience de leur part en se disant voilà, on a été probablement trop loin, on est devenu l'atelier du monde en sacrifiant notre environnement, on a été trop loin et maintenant il faut qu'on prenne un certain nombre de mesures. Donc est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que ça démontre aussi que bientôt il va y avoir les plus gros producteurs du monde qui vont converger avec ce que nous on pense? Là, je vais faire mon joker. Je lis des choses sur le sujet, mais je n'ai pas d'avis personnel. On connaît tous, parce que j'ai fait quelques voyages, je n'ai pas travaillé en Chine. Hein, vivre dans un pays donne un regard différent sur ce pays que y passer pour des voyages d'affaires ou du tourisme. Mais le peu de temps, on sait qu'ils avaient des grandes difficultés en termes de qualité de l'air dans les métropoles, etc. Donc, c'est pas simplement un sujet, je pense, de marketing et de projection. Hein. Il y a un véritable sujet interne. Mais au-delà de ça, j'ai du mal à te répondre. Ce que je vois, par contre, c'est que, et ça remonte très très loin, ça remonte à mon avis à l'humiliation de la Chine au moment de la guerre de l'opium, que c'est un pays continent qui a affirmé un souhait de domination, ou en tous les cas de revenir dans les premières puissances, voire la puissance. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en copiant, alors je ne sais pas si c'est une invention française, mais quelque chose qu'on a pratiqué qui s'appelle les plans, mais en les mettant en œuvre avec un art réel de l'exécution, contrairement à l'ex-URSS, écoute, ils ont quand même objectivement, alors c'est pas les valeurs que je partage, surtout sur la partie naturellement démocratie, droits de l'homme, etc., mais ils ont des performances productives, économiques, etc., absolument sidérantes, une capacité à faire. Voilà un petit peu ce que, moi c'est ça qui m'impressionne, et après, aujourd'hui on est face à une volonté de leadership entre les États-Unis et la Chine, qui, pour moi, me rassure pas sur les confrontations potentielles. On a des conflits locaux liés à peut-être des aspects culturels très locaux, que ce soit au Moyen-Orient ou en Ukraine. Mais globalement, ces tensions-là n'ont peu de chances d'aller décroissantes, ce qui renforce la nécessité pour la France et l'Europe de réactiver des questions de puissance et de souveraineté. Et là-dessus, on se heurte beaucoup à nos partenaires européens aujourd'hui, mais c'est un chemin indispensable. Merci Olivier Luanzi. Tu peux peut-être nous rappeler une dernière fois le titre de ton ouvrage. Réindustrialiser le défi d'une génération, pour dire deux choses. Un, c'est possible, ça va prendre du temps et c'est vraiment un projet d'une génération, c'est-à-dire un projet collectif
Ce que ne dit pas le titre, parce que je voulais mettre le mot réindustrialiser, industrie en avant, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois et j'insiste, l'industrie, le génie industriel, c'est au service d'un projet de société. Et l'industrie, c'est vraiment mon credo. Si tu me dis où on veut aller, je te dessine l'industrie dont on a besoin. Alors, ce n'est pas un jeu personnel, c'est on dessine l'industrie dont on a besoin pour faire ça. Et c'est vraiment, encore une fois, un outil au projet, au service du projet qu'on veut, où on veut aller, le destin qu'on veut suivre. Donc c'est un moyen et pas une fin. C'est un moyen, c'est pas une fin. La fin, c'est l'environnement, la finalité, c'est l'environnement, la souveraineté, la cohésion sociale et territoriale, c'est des valeurs. L'industrie, ce n'est pas une valeur, c'est un moyen, un outil pour y parvenir. Merci Olivier. Merci Laurent, merci beaucoup.